TCF, la chaîne de l'unité nationale. Vous êtes en direct de la télévision nationale centrafricaine, mais aussi de votre télévision panafricaine For You Media. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous dans le cadre de cette édition spéciale, bien sûr en direct de Bangui. Eh bien, le projet d'amendement de la Constitution en République centrafricaine reste au cœur des débats dans le pays. À cet effet, les débats ou encore les discussions se poursuivent entre différents groupes, la société civile, les partis d'opposition ou encore les partis bien sûr qui soutiennent du moins la majorité présidentielle. Alors pour cette autre édition spéciale consacrée au projet de réécriture de la Constitution en République centrafricaine, mais aussi les implications liées à la crypto-monnaie, nous poursuivons bien sûr la réflexion en se demandant jusqu'où la société civile peut aller dans le cadre de ces activités. Et ce soir, dans le cadre de cette édition, comme vous l'avez dit, spéciale, nous recevons la société civile centrafricaine. Quel est son rôle, son apport, mais aussi et surtout, que pense-t-elle de tous les plans mis en place dans le but de rendre, meilleur ou pas, en tout cas, on en saura davantage dans quelques instants, la vie des Centrafricains à travers le projet de réécriture de la Constitution et bien sûr un projet de développement sur le plan économique à travers la monnaie numérique Sango Coin. C'est donc la société civile centrafricaine qui parlera tout au long de cette édition et les réponses seront bien sûr dans quelques instants. Et bien voilà, donc retour sur ce plateau, on va rapidement présenter ceux qui nous accompagnent ce soir dans le cadre de cette édition. Et bien à notre droite, Bachir. Alors on a Monsieur Alain Dekoma, vous représentez ici la Génération Consciente. On rappelle que vous faites partie justement de cette société civile. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir madame. Merci d'être là, merci d'avoir accepté cette invitation. On va poursuivre toujours à notre droite. Monsieur Paul Beninga, vous êtes secrétaire général du groupe de travail de la société civile. Merci également. Merci madame, juste un petit rectificatif, oui. Je suis Paul Crescent Beninga. Oui, je ne suis pas le rapporteur, mais plutôt le porte-parole du groupe de travail de la société civile. Merci. Merci d'être là en tout cas. Je vous en prie. Oui. Et bien sûr, messieurs, en face de vous, nos consultants habituels, ceux qui nous accompagnent à chaque fois qu'on a besoin de lanterne des Africains, ils sont là. Il y a parmi eux le panafricaniste par essence et par excellence, Patient Parfendom. Bonsoir, Patient Parfendom. Bonsoir, le maestro Mohamed Bachiladan. Bonsoir, la grande princesse, j'allais dire cantatrice du panafricanisme en chanson et en poésie, que Manuela Sikendoumbé. Bonsoir à mes amis. Je suis très heureux d'être enfin face, n'est-ce pas, à ceux qui font l'histoire, mais qui ne sont peut-être pas la politique, mais qui contribuent à leur manière de refonder, n'est-ce pas, cette grande société centrafricaine sur laquelle aujourd'hui fondent les espoirs, n'est-ce pas, de tout un continent. Donc cette douce responsabilité leur incombe aujourd'hui et je suis très heureux. J'espère que nos échanges vont le prouver tout à l'heure. Et merci pour cette invitation. Merci à vous surtout d'avoir fait le déplacement Patient Parfendom. À vos côtés, un camarade avec qui vous avez fait un très long chemin. Tous deux issus de cette grande formation politique que l'UPC, l'Union des populations du Cameroun. Et quand on parle du PC, on pense à Ruben Omniobe, Ernest Wandier, entre autres, pour ne citer que ceux-là. Eh bien, celui qui est à votre gauche n'est autre que le président Bandakani du nouveau mouvement populaire, panafricaniste convaincu également. Président Bandakani, bonsoir. Bonsoir mon cher Bachir. Bonsoir madame Manuela Sike. Parfendom a arraché tous les mots mobilisables pour qualifier ce que vous représentez pour nous en général et ce qu'elle représente pour nous en particulier, pour le mouvement panafricaniste. On ne peut qu'être honoré et heureux d'être en compagnie, n'est-ce pas, des figures journalistiques du mouvement panafricaniste
qui, il faut le préciser, en matière journalistique, a innové, est sorti des carcans établis et conventionnels pour démontrer et imposer notre façon de faire ce métier. Et cette innovation prend toute sa mesure quand on regarde aujourd'hui l'évolution des médias dans le monde. Je ne vais pas y insister. On ne peut qu'être heureux d'être à vos côtés. Et je voudrais saluer mes frères de la Centrafrique, centrafricains. Je suis très heureux d'être en face des représentants de la société civile, qui est une position de profondeur et de recul qui permet, quand on a compris très bien les enjeux liés à la société civile, d'apporter quelque chose de spécial, une contribution particulière, n'est-ce pas, à la construction de la nation, à la construction de la conscience civique, n'est-ce pas, à la responsabilité citoyenne. Donc je dis merci, n'est-ce pas, pour cette occasion qui nous a été offerte d'être en face des brillants représentants de la société civile. Je salue les techniciens. Vous savez que sans eux, on ne peut pas, n'est-ce pas, on peut pas parler sur ce plateau sans insister sur cette coproduction qui est une innovation entre un média d'État, un média national et puis un média privé dans la mouvance panafricaniste. Nous saluons cette innovation. Merci à vous, Président Badakani. On rappelle également à nos téléspectateurs que tout à l'heure également le Dr Yamb va nous retrouver ici sur ce plateau. Il sera bien sûr notre 5e invité. Je pense qu'on va sans plus tarder ouvrir le débat, Bachir. Oui, en rappelant à nos téléauditeurs ou à nos éditeurs cette fois-là qu'ils sont également en direct sur les antennes de la radio nationale. Et pour ceux qui sont à Bangui, c'est la 106.9 FM. Eh bien, revenons sur ce plateau comme vous le disiez et parlons un tout petit peu de ce projet de nouvelle constitution. Je voudrais bien commencer par notre cher ami Paul Crescent Beninga. Tout d'abord, le groupe de travail de la société civile. Dites-nous-en un mot là-dessus. Bien, merci. Alors, je dois dire aussi toute la joie qui est la mienne de partager ce plateau avec Monsieur Bafendom et le président Madakani, que j'ai l'habitude de suivre d'ailleurs, notamment sur Africa Media. Et c'est aussi, cette joie, elle est douce parce que quand je me retrouve en face des Camerounais, je me sens comme chez moi, pour une raison simple. Une raison simple, c'est que j'ai eu cette opportunité d'étudier, de faire toutes mes études supérieures au Cameroun, de la première année jusqu'en thèse à l'Université catholique d'Afrique centrale. Et donc, vous comprenez toute la joie qui est la mienne. Je vais faire une précision et peut-être un ou deux préalables. La précision, c'est de dire ici que je ne vais pas intervenir uniquement avec cette casquette du porte-parole du groupe de travail de la société civile. Je suis aussi enseignant-chercheur et donc je vais aussi puiser dans... voilà, tout à fait. Tout à fait. Et deuxièmement, j'avais émis quelques doutes lorsque j'ai été contacté cet après-midi pour prendre part à ce débat, parce que de mon point de vue, lorsqu'on est convié à un débat, on avise les panélistes au moins 24 heures avant. Alors donc c'est juste cet après-midi que j'ai reçu un coup de fil m'invitant à ce débat. Et par courtoisie, je me dis c'est extrêmement important de venir participer à ce débat, parce que si je ne le fais pas, de deux choses l'une, soit on dira que j'ai fui le débat, soit vous partirez également avec un mauvais souvenir de moi en disant que vous étiez là et j'ai refusé effectivement de vous accueillir. Pourtant, je vais tout le temps au Cameroun et puis on m'accueille toujours, ce temps plus que j'interviens comme enseignant pendant 2 ans à l'Université catholique d'Afrique centrale. Donc le Cameroun, c'est aussi le chez moi. Le préalable qui est le mien, c'est de dire ici que lorsque je viens à ce débat, moi je m'attends à ce qu'il y ait de la contradiction. Une contradiction dans le respect de nos personnes, mais également de nos institutions, des autorités, qu'elles soient de l'opposition, qu'elles soient de la majorité, qu'elles soient des organisations de la société civile. Ça, c'est extrêmement important de mon point de vue à le souligner. Ceci étant, je reviens à la question que vous m'avez posée sur le groupe de travail de la société civile. En réalité, le groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine, le GTSC, est une plateforme qui regroupe plusieurs organisations de la société civile ou plusieurs associations. Et le groupe de travail de la société civile est une organisation qui a vu le jour
dans un contexte extrêmement particulier. C'est celui de la crise de 2013-2014. À un moment donné où on s'était rendu compte que chaque leader d'opinion, d'association prenait la parole et pratiquement il disait la même chose. Et à un moment donné, on s'est dit mais tant qu'à faire, il va falloir mettre en place une dynamique, notamment une plateforme qui regroupe ces organisations qui s'intéressent à la crise centrafricaine, notamment la crise de 2012-2013, la crise engendrée par la Séléka. Et c'était dans ce contexte-là que le groupe de travail de la société civile a vu le jour. Et donc, ce qui fait en sorte que, vous le savez, je ne vous apprends rien là-dessus, lorsqu'on parle des organisations de la société civile, lorsqu'on parle des associations, il y a des associations qui s'intéressent aux questions de développement, et il y a des associations qui s'intéressent aux questions qui touchent la politique, qui touchent l'économie, qui touchent la prise en charge, par exemple, des personnes vulnérables, des autochtones. Et le GTSC, sa particularité, c'est de s'intéresser à la crise centrafricaine, c'est-à-dire d'apporter sa contribution à la compréhension de la crise et dans une certaine mesure également à la gestion de cette crise, même si je n'aime pas généralement l'expression gestion de crise, je parle beaucoup plus généralement de la configuration d'une crise, ou encore, si vous voulez, comme disent les anglo-saxons, de la transformation d'une crise que de la gestion. Voilà ce que je peux très rapidement dire au sujet du groupe de travail de la société civile sur la crise centrafricaine. Justement, pour comprendre que lorsqu'on vous suit, vous avez justement une forte expérience dans le cadre justement de des activités de société civile. Donc vous êtes certainement en tout cas la personne indiquée sur ce plateau. Nous, ce qu'on aimerait également d'en savoir ce soir, surtout dans le cadre de notre thématique, vous avez justement géré cette crise, du moins participé à la gestion de cette crise. Aujourd'hui, on parle de réécriture d'une constitution en République centrafricaine. Pour vous, quel regard portez-vous sur ce projet ? Écoutez, aujourd'hui, il faut le dire, c'est un sujet à débat. C'est un sujet qui divise. La preuve en est que nous avons déjà au sein des organisations politiques quasiment 2 ou 3 tendances qui se dégagent. Vous avez d'un côté les partis politiques qui soutiennent la dynamique de la majorité présidentielle, qui estiment effectivement qu'il faut aller vers l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. De l'autre côté, vous avez également certains partis politiques, notamment ceux qui constituent le bloc républicain pour la défense de la Constitution, le BRDC, qui estiment aussi, à tort ou à raison, qu'il ne faut pas procéder à la révision de la Constitution ou encore à l'élaboration d'une loi constitutionnelle. Et il y a également ceux qui estiment qu'au regard de cette confrontation entre 2 tendances, il va falloir aller au référendum. Lequel référendum va départager ces 2 tendances? Mais cette bipolarité qu'on observe au sein de la classe politique, on l'observe également au sein des organisations de la société civile. Il y a certaines organisations de la société civile qui estiment en réalité que ça ne sert à rien de procéder à la révision de la Constitution du 30 mars 2016 et d'autres qui estiment également qu'il va falloir procéder à l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle pour pouvoir tenir compte de certaines évolutions qu'on observe sur le champ politique, mais aussi pour élaguer un certain nombre de coquilles, si je puis m'exprimer de la sorte. Quand je parle de coquilles, pas sur la forme, mais davantage sur le fond. Et quelle est la position du GTSC dont je porte la parole? La position du GTSC dont je porte la parole, c'est de dire, et j'ai eu l'occasion de le dire dans les médias, c'est que la révision de la Constitution n'est pas une priorité. N'est pas une priorité dans le sens où aujourd'hui, lorsque vous analysez en profondeur les difficultés auxquelles la République centrafricaine est soumise, on peut dire qu'il y a beaucoup à faire. De 2016, notamment le 30 mars 2016, date à laquelle l'actuel président de la République accéda à la magistrature suprême, à aujourd'hui, au plan sécuritaire, il faut être honnête et dire qu'il y a une amélioration. Je m'explique. De 2016 à 2017, d'ailleurs, entre 2013, 2014, 2016, nous avions eu sensiblement 10 groupes armés. Mais
il y a eu un glissement de 2016 à 2017, nous sommes arrivés quasiment à 14 officiellement groupes armés. Mais en plus de ces 14 là, il y a 2 ou 3 autres. Donc on peut dire pratiquement près d'une vingtaine de groupes armés. Presque 80% du territoire à l'époque était occupé par ces groupes armés là. Aujourd'hui, la situation a beaucoup évolué et il faut le reconnaître. La situation au plan sécuritaire a beaucoup évolué. Même si certaines solutions qui sont implémentées, si je puis m'exprimer de la sorte, apparaissent comme des palliatifs et non des solutions durables, mais au moins on peut capitaliser ces acquis-là et à partir de là, faire de telle sorte qu'on bascule dans ce que j'appelle, on bascule dans les solutions durables. Et donc ça, il faut le reconnaître. Mais il n'y a pas que l'aspect sécuritaire. Il y a également les services sociaux de base qui pour moi constituent une priorité. Il y a les infrastructures routières, notamment les voies de communication. Il y a également le système éducatif. Alors donc, vous voyez, de mon point de vue, ce sont des chantiers qui interpellent aussi bien l'élite politique dirigeante, les organisations de la société civile, que les forces politiques de l'opposition. Et donc pour moi, ça constitue un chantier, ça constitue la priorité. Et donc, évoquer, parler la question, aborder la question de la révision de la Constitution dès la première ou la deuxième année du second mandat du président de la République, pour moi, ça gêne. Maintenant, il faut le dire, cette révision de la Constitution est confrontée à un obstacle qui est éminemment juridique. C'est celui de l'absence du Sénat. Puisque lorsque vous lisez la Constitution, les constitutionnalistes, ma foi, sont quasiment d'avis là-dessus. En l'absence du Sénat, c'est-à-dire que le Parlement n'est pas réuni, la révision de la Constitution devient extrêmement difficile, voire impossible. À partir de ce moment, ceux qui ont porté le projet de la révision de la Constitution estiment que le président de la République, qui est le garant de la Constitution, cette Constitution-là lui donne l'autorisation de questionner directement le peuple, qui est le souverain primaire. Et donc à partir de ce moment, au lieu de procéder à la révision de la Constitution, il faut aller vers l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. C'est d'ailleurs à ce titre-là qu'un décret a été promulgué, mettant en place le pouvoir constitution originaire, permettant à ce que toutes les forces vives de la nation puissent se réunir autour d'une table et penser un nouveau projet de constitution. Alors à partir de ce moment, il faut prendre du recul. Si nous avons estimé que la révision de la Constitution n'est pas une priorité, on ne parle plus de la révision, mais on parle de l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle. Alors, je suis de ceux qui pensent, et là vraiment c'est le chercheur, c'est l'ancien chercheur qui réagit. Oui, je sors par là. Je suis de ceux qui pensent que élaborer une constitution, une nouvelle loi constitutionnelle, n'est pas une chose mauvaise en soi. Seulement, c'est extrêmement important qu'il y ait un consensus qui se dégage. Il faut qu'un consensus se dégage autour de ce nouveau projet. Ma foi, malheureusement, ça n'est pas le cas. Oui. On y reviendra certainement et cela nous conduit naturellement vers Alain Depoma. Alain Depoma, la génération consciente vous écoute, bien à côté, bien sûr, de tout le peuple centrafricain. Première lecture. Bon, à chaud. Oui. Je tiens d'abord, je ne vais pas me répéter, ni répéter ce que les autres ont dit, c'est-à-dire mon voisin de droite. Je suis très content d'avoir sur ce plateau, partagé le plateau avec le président Madakani que nous suivons tous les jours sur les médias Afrique et l'éminent consultant qui est juste, voilà, M. Parfendom, voilà, et vous aussi. Pour nous, nous pensons que il est extrêmement urgent, je dis bien extrêmement urgent. Je fais miel de tout ce que mon voisin de droite a dit. Il est extrêmement urgent qu'il y ait la réécriture d'une nouvelle constitution centrafricaine. Nous étions la plateforme qui avait sonné l'alerte en disant que la constitution centrafricaine est regorgée de beaucoup d'ambiguïtés.
ceux qui ont fabriqué cette constitution pendant la transition 2016, c'est-à-dire c'était taillé sur mesure. Parce qu'à l'époque, les gens pensaient que en faisant ça, ils allaient bloquer beaucoup des gens qui avaient de l'ambition. Il taillait tout simplement pour s'arborer après tous les titres possibles. Vous avez vu mon voisin de droite, il a parlé de l'absence de Sénat, de l'absence de CI, et c'était exactement leur plan. Alors, comme vous le dites, je n'ai pas encore terminé. Permettez-moi de terminer. Je suis toujours avec vous. Oui. Nous parlons de l'absence du Sénat. Oui. La Constitution de 2016, quand elle avait été élaborée, est-ce qu'il y avait un Sénat? Même pas. D'accord. Ça n'existait même pas. Très bien. Et celui qui est maintenant devant la scène pour parler de cette situation, je vais vous rappeler l'histoire un peu. Le monsieur en question, je n'oserais pas prononcer son nom. C'est un éminent avocat qui est reconnu sur le plan international et aussi qui dirige un parti politique centrafricain. À l'époque, en 2005, il était le président du Conseil national de transition à l'époque. Et c'est lui qui avait élaboré la Constitution en 2005. Et en 2016, c'est ce monsieur encore qui était Premier ministre à l'époque de transition. C'est-à-dire, en fait, ce monsieur, il est expert lorsqu'il y a une transition. Et lorsque nous rentrons dans la voie démocratique, généralement, ça leur pose problème. Pourquoi? Parce que en face d'eux, il y a un monsieur qui s'appelle le professeur Archange Touadéra. C'est leur problème. Donc, dans leur tête aujourd'hui, si ce monsieur est encore en face, ça leur créera énormément de problèmes. C'est-à-dire, les ambitions cachées et tout là, ça posera problème. Je vous dis que ce projet est porté par un député de la République qui a recueilli auprès de ses pairs plus de 100 et quelques signatures, qui a été transmis au gouvernement. Le gouvernement s'est statué là-dessus et voilà pourquoi le président, le 26 août dernier, a pris un décret pour mettre en place ce comité de rédaction d'une nouvelle constitution. À ce titre-là, tout ce qui lie, c'est-à-dire en fait le débat sur la révision de la constitution, à mon humble avis, ça n'a pas de chance. Nous sommes en train de parler de la réécriture de la nouvelle constitution, voilà la voie. Et ça, c'est l'aspiration du peuple centrafricain qui a prouvé le 6 août dernier, si vous avez eu l'écho, et le 4 hier. Vous étiez sur le terrain de Lucatex, vous avez vu, c'est-à-dire on fait l'engouement de la population à avoir cette nouvelle constitution qui permettra à la République centrafricaine, c'est-à-dire d'avoir sa dignité. Surtout ça, la dignité. Qui est le devoir, qui est la citoyenneté centrafricaine. C'est tout simplement ce que le peuple veut. Quand vous parlez d'extrême urgence pour vous de réécrire cette constitution, alors je voudrais bien voir un exemple. Qu'est-ce qui est dans cette constitution qu'il faut changer dans l'urgence? Vous avez lu la Constitution centrafricaine? Et je l'ai devant moi. Allez-y. Exactement. Oui. Vous prenez l'article 35. Ça pose énormément de problèmes. Alors, vous prenez l'article 35. Ça veut dire que c'était taillé sur mesure. C'était pour bloquer les gens. Vous prenez l'article 60, vous prenez l'article 46, vous prenez l'article 80, 33, l'article 49, l'article 95, où on a arboré la Cour constitutionnelle, depuis tous les autres institutions décentralisées de leur pouvoir. Ça pose énormément de problèmes. Et ça, ce n'est pas normal. Une constitution ne peut pas être figée. Très bien. Alors, mais que pensez-vous justement, tout à l'heure, M. Beninga parlait d'un consensus. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas aussi un argument valable peut-être pour trouver une solution peut-être à cette crise qui divise aujourd'hui? Vous savez, les Centrafricains ont les gens toujours de trouver des solutions, quoi qu'il en soit à la dernière minute. Et ça, nous en savons quelque chose. Ce qui est sûr et certain, je crois que mon frère Beninga, sur ce point, je crois que c'est important. C'est-à-dire trouver le consensus. Mais trouver le consensus avec qui? Trouver le consensus avec qui interviennent justement dans il y en a qui sont tellement radicaux à tel point où ils veulent absolument seulement la mort du président Touadéra.
ils veulent seulement la mort du président Touadéra. Si je dis la mort, peut-être je suis en train d'exagérer, mais c'est juste un terme. Oui. Je ne suis pas en train de chercher à dire que X et Y cherchent à tuer le président Touadéra, mais je dis seulement, il y en a qui sont tellement radicales. À ce titre-là, ceux qui seront peut-être modérés dans leur comportement, dans leur dire, et qui peuvent comprendre réellement l'aspiration du peuple centrafricain d'être souverain à partir de ce moment, qui ne sont pas téléguidés, qui ne sont pas guidés par leur maître. Je crois que cela, on fera le consensus et la majorité de la population centrafricaine par la voie référendaire s'exprimera et nous irons aux urnes. Ceux qui veulent battre campagne pour le non, c'est leur droit le plus absolu car c'est la démocratie, et ceux qui vont battre la campagne pour le oui, ben, je crois qu'on va enclencher cela. Donc c'est tout simplement ça. Le consensus, oui, mais avec qui ? Très bien. Avant d'aller de ce côté, retournons la parole naturellement à notre cher Paul Crescent Beninga. Écoutez, moi j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'intervention de mon cher ami Alain Patrick Dekuma, et je souriais tout simplement parce que je suis un peu embêté. Embêté parce que les arguments qui sont avancés par Alain Patrick Dekuma, j'allais être preneur si dès 2016 ou encore 2017, ceux qui défendent le projet de révision et aujourd'hui l'élaboration d'une nouvelle loi constitutionnelle posent ce problème-là sur la table. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut éviter de faire une loi intuitive personnelle, liée à la personne de quelqu'un. Et là, par définition, une loi, elle est impersonnelle. Elle a un caractère qui est impersonnel. Pourquoi je le dis ? Vous auriez souhaité que la question constitutionnelle soit abordée dès la première mandature ? On aurait pu ou dû aborder cette question-là dès 2016-2017. Était-ce facile quand même dans un contexte où vous l'avez décrit, vous-même vous nous avez dit ? Mais j'arrive. Personne n'a évoqué cette affaire-là. C'est en 2022, manifestement, qu'on commence à revenir au devant de la scène avec cette question. Je suis inquiet parce que je ne veux pas qu'on taille une constitution pour satisfaire un individu. Est-ce qu'on n'est pas dans un procès d'intention ? Mais je vais en parler. Il a refusé ici d'évoquer le nom de Maître Nicolas Tchangaï. Mais manifestement, il fait allusion à Maître Nicolas Tchangaï. Nous l'avons tous compris. Voilà, qui a été président du Conseil national de transition. Et Premier ministre, bien sûr. Non, toute proportion gardée, je pense que je ne le défends pas. Mais pour restituer juste les faits, au moment où le pouvoir constitutionnel a été mis en place, Nicolas Tchangaï n'était plus Premier ministre. Il vous souviendra qu'il était débarqué au même titre que Diotio Dia à N'Djamena. Et donc, c'est plutôt Cameroun qui était Premier ministre avec Mme Catherine Samba-Panza comme président de la République. On peut leur accorder une présomption de bonne foi. Et je m'explique très rapidement là-dessus. Vous savez, lorsqu'on est au pouvoir, c'est plus facile de faire une loi et de s'octroyer certaines prérogatives. Mais du moment où on sait qu'on est en train de partir, on peut à la limite faire une loi pour s'auto-protéger après le pouvoir, mais pas pour bénéficier de ce qui vient après. La preuve en est que Catherine Samba-Panza, Cameroun aurait pu ou dû dire que tous les anciens premiers ministres deviennent de droit membres du Sénat. Tous les anciens présidents de la République deviennent droit membres du Sénat. Ça leur assure une protection. Ça n'est pas le cas. Et il faut rappeler également le contexte dans lequel la Constitution du 30 mars 2016 a été rédigée. Le législateur centrafricain, à ce moment-là, s'est inspiré quand même des recommandations du Forum national de Bangui, d'une part, et aussi des consultations populaires à la base. Donc, il y a quand même l'expression d'une volonté populaire qui se traduit dans cette constitution, malgré ses imperfections. Je ne suis pas de ceux qui pensent que cette constitution n'est pas, elle est parfaite. Non, j'accepte que cette constitution a des imperfections. Il faut corriger, et on peut aller... L'expression d'une volonté populaire, avez-vous dit? Oui, mais il y avait une consultation populaire à la base. Ensuite, il y avait eu le Forum national de Bangui. Je suis d'accord avec vous. Ça, c'est extrêmement important. Et dans le cas présent, si l'on en croit quand même à ce que nous avons pu voir sur le terrain, n'est-ce pas cette volonté populaire également? Écoutez, moi je prends ces manifestations avec beaucoup de pincettes. Pourquoi? Je les prends avec beaucoup de pincettes de part et d'autre, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité au pouvoir, parce que l'impression qui se dégage, a priori, c'est que nous sommes dans une dynamique d'instrumentalisation du peuple. Mais et ça, c'est extrêmement... infantilisé par le peuple dans ce cas? Non du tout. J'ai l'impression que nous sommes dans une dynamique d'instrumentalisation. Je vous donne des exemples simples. simples. Je vous donne des exemples simples. Lorsqu'on convoque les meetings, lorsqu'on voit
l'affiliation des organisations qui convoquent ces meetings-là, on peut s'interroger. Lorsqu'on voit les moyens qui sont déployés et on voit la capacité financière de ces organisations-là, on peut s'interroger. C'est pourquoi je parle au conditionnel en disant qu'on peut être là dans une dynamique d'instrumentalisation. Ça, c'est extrêmement important. C'est pourquoi, quand je vous disais tout à l'heure qu'il y a une troisième voie qui se dégage ces derniers temps, qui est celle de dire que vivement le référendum pour départager les deux tendances. Oui. Alors, ça peut être une solution. Nous avons vu au Chili. Oui. On a organisé un référendum. Le président a pris acte des résultats. C'est-à-dire qu'il y a pratiquement 62% de la population qui ont dit non à ce référendum. Donc c'est possible. Lorsque les choses sont organisées dans une dynamique de transparence, il n'y a pas à s'inquiéter. Donc je ne suis pas là en train de vouloir infantiliser ou de penser que ceux qui sont pour la révision de la Constitution ou encore l'élaboration d'une loi sont dans l'instrumentalisation, mais c'est extrêmement important d'être prudent. Très bien. Alain Dekoma. Oui, je crois que mon ami de droite a compris. Oui. Lorsque la population s'exprime, il faut avoir l'esprit que, je reviens encore sur cette expression-là, le peuple centrafricain est majeur aujourd'hui. Le peuple centrafricain n'est pas isolé. Il fait partie du monde entier, donc il observe ce qui se passe autour de lui. À partir de ce moment, le peuple veut son bien. C'est-à-dire, en fait, le bien-être de la population est très important. Ce peuple veut vivre, c'est-à-dire le bien-être dans sa vie profonde. C'est extrêmement important. Je vous donne un exemple banal. Il y a des gens qui sont nés dans ce pays, c'est-à-dire à leur naissance jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais vu le train. C'est vrai que je n'ai pas vu de chemin de fer ici. Voilà, vous avez compris. Ils n'ont jamais vu le train, ni voir des voies correspondantes. Est-ce que c'est possible? Et il y a des voix qui se lèvent en disant que mais ce pays est pauvre. C'est faux. C'est juste les gens voulaient tout simplement matraquer ce peuple. Mais aujourd'hui, vous conviendrez avec moi que la jeunesse centrafricaine est décomplexée. Bon nombre de cette jeunesse, et je dis encore, cette brillante jeunesse dont fait partie mon cher ami, qui, donc, c'est-à-dire au fait un chercheur, vous le voyez, non? Il est très jeune, mais c'est un enseignant-chercheur. Et il en a dans la tête. Et il en a, voilà, voilà la qualité de la jeunesse centrafricaine aujourd'hui. Il défend son idée et il est capable de défendre jusqu'à la fin. Quoi que nous allons dire, il est capable de défendre son idéologie. À partir de ce moment-là, est-ce que vous allez me dire que cette jeunesse-là est manipulée? Si cette jeunesse était manipulée, ben alors que lui-même il devait être manipulé. Mais pourquoi il est resté droit dans ses bottes en faisant des analyses pertinentes? Est-ce que vous essayez de nous dire que des comme notre cher Belinga, il y en a beaucoup? Il y en a beaucoup. Très bien. Et c'est à travers ça que vous avez vu vous-même. Très bien. Tout à fait. Alors, merci à vous. Alors, on se retourne vers vous. Je commence avec vous de ce côté. Patient Parfait, après avoir justement écouté. On voulait bien que vous écoutiez les deux compatriotes centrafricains. On se rend compte justement que c'est une question effectivement assez grave, assez importante et qui justement divise. Alors, votre avis après justement ces premiers déroulés? D'abord, je suis très heureux. Oui. Je suis vraiment très heureux de voir la qualité des débats, parce que l'entrée en matière de Paul Christian et d'Alain me fonde, n'est-ce pas, dans la certitude que j'ai toujours eu de penser qu'on présente la Centrafrique comme un scandale. On dit que c'est le pays qui est le plus du monde, mais quand on pense au pays le plus du monde, on pense à son sous-sol, peut-être à son sol aussi. Mais on oublie de dire que la Centrafrique regorge d'abord. Sa première richesse, c'est la qualité des hommes. Et vous venez de le voir. Donc maintenant, je lance un appel à tous les Africains qui nous écoutent, qui nous regardent. Arrêtez de penser qu'en Centrafrique, il n'y a que des gens qui ont des poches chiches dans la tête. Le président Fossé-Antoine Touadéra, oui, qui est une sommité sur le plan intellectuel africain et mondial aujourd'hui, ce n'est pas une génération spontanée. De toute façon, ça montre que le travail est fait.
Alors, pour mon cher ami Paul Christian, effectivement, vous êtes Camerounais parce que vous avez fait vos études là-bas, mais c'est une longue tradition, hein, elle n'est pas nouvelle. Je vous rappelle que le premier président de ce pays, on peut le dire, voilà, Abel Barthélemy Boganda, en 1931, se retrouve au séminaire Saint-Laurent de Volier, vous savez avec qui? Avec deux autres éminences africaines. L'abbé Fulbert Youlou, ah oui, du Congo, qui va plus tard devenir président du Congo, et qui d'autre? Le premier ministre du Cameroun, Mbida. Albert-Marie Mbida. Albert-Marie Mbida. Donc, c'est vous dire qu'en réalité, les contacts sur le plan intellectuel, mais sur le plan humain, entre les peuples qui sont dans cette région d'Afrique centrale et ce golfe de Guinée ont toujours été là. Et ils ont aussi permis d'enrichir mutuellement les uns des autres des expériences, mais surtout des vocations et des rêves, n'est-ce pas, qui ont travaillé, n'est-ce pas, cet espace. Maintenant, je suis aussi très content de constater que contrairement à ce que nos ennemis présentent la Centrafrique comme une zone à risque, surtout si on tente de se lancer dans ce qui se qualifie d'aventure de cette réécriture ou bien de la nouvelle constitution, on se rend plutôt compte qu'on a avancé du point de vue des modalités démocratiques de débat de cette constitution. Elle consiste en quoi? Elle consiste justement à donner la parole au peuple, à donner la parole aux principaux démembrements et représentants du peuple, que ce soit les partis politiques, la société civile, ceux qui sont dans les sphères d'influence de la société tout court, ou les débats à prix court. Les débats s'organisent, chacun vient avec ses arguments. Maintenant, je pense que le moment est venu pour qu'on hâte, n'est-ce pas, la fin de cette large discussion avec les thèmes de référence qui ont été certainement mis à la disposition du grand public, et que nous puissions en fait questionner le véritable pouvoir qui est le peuple. Et là tout à l'heure, Paul Christian citait le cas du Chili. Il faut préciser, c'est Crescent. Crescent. Voilà, j'envoie la correction aussi à la régie et rapidement, c'est Paul Crescent Beninga. Crescent. Voilà. Oui. Alors, vous poursuivez, patient Pafendo. Merci beaucoup. Alors, Paul Crescent vient de le dire, on vient d'avoir une constatation, il n'a pas le Chili. N'est-ce pas, où les gens ont reconduit une constitution taillée sur mesure n'est-ce pas, de la dynamique Pinochet, contrairement, n'est-ce pas, à l'évolution progressiste qu'aurait voulu que cette constitution soit consacrée par des nouveaux changements au niveau de Chili. Ça veut dire qu'il y a des formes de régression partout. Bon, mais qu'est-ce que cela signifie au fait? Cela signifie tout simplement que nous ne vivons pas en vase clos. Le monde, il est dans une dynamique. La Centrafrique ne peut pas aujourd'hui se sortir de cette dynamique, de cette lame de fond du point de vue de la pensée, de la réflexion, pour devenir un pays autonome, un pays souverain, qui puisse apporter sa pierre dans l'édification d'une Afrique libre, indépendante et prospère. Et dans ce sens-là, le débat sur cette constitution ne peut pas être perçu comme une lubie de quelqu'un justement qui veut se tailler quoi que ce soit sous mesure pour pérenniser sa présence au pouvoir. Au contraire, elle rentre dans le cadre éminemment important aujourd'hui et urgent pour l'ensemble de l'Afrique de mettre les pieds dans le plat. En se disant, la plupart de nos constitutions dont on parle tout à l'heure, on a vu que même celle la présente, c'est presque dans un cas d'exception qu'il a été rédigé. Mais quand on regarde la plupart de nos constitutions, là je parle sous le contrôle d'un homme qui fait la recherche dans ces domaines-là, surtout dans ce qui est considéré comme le précaré français, ce qu'on doit dire, c'est que la plupart des cas, ce sont des gens qui nous ont été parachutés ici, qui ont permis à l'écriture de ces constitutions. C'est-à-dire que ces constitutions en elles-mêmes portent en elles des germes d'une domination quelconque. Bon, je prends mon pays du Cameroun pour qu'on n'ait pas l'impression que les gens ne comprennent pas. La constitution camerounaise, elle était écrite pour la première fois entre 57 et 58 par un constitutionnaliste français du nom de Maurice Duverger. Depuis, on ne fait que la retoquer. C'est ça le problème fondamental. Et le squelette reste le même. Je vous dis, c'est qu'à l'origine, la matrice même qui fonde cette constitution, elles n'ont pas été l'émanation de la volonté du peuple authentiquement africain de dire voici ce que nous voulons comme maire des lois pour construire et régir tous les aspects de notre vivre en commun.
et qui devait organiser donc ces vivants communs en fonction du cap que nous, le peuple, on se serait donné, mais surtout de la protection de nos intérêts qui sont éminemment à la fois propres et importants, non seulement pour nous, mais surtout pour l'avenir de nos enfants. Alors, quand on regarde, je parcours en diagonale cette constitution, les manquements que cette constitution a, on voit bien que elle a été mise en place pour bloquer complètement la possibilité de la Centrafrique d'aller de l'avant et de construire, n'est-ce pas, à la fois des horizons qui ne soient plus seulement des horizons qui se limitent dans le carcan d'une fondation et d'une construction néocoloniale qui ne permet pas l'avancée qualitative, ce pas qualitatif dont tous les pays du monde aujourd'hui ont besoin pour enfin redonner la plénitude de ce que j'appelle la réappropriation de cette souveraineté à ce pays qui nous est cher. Donc, je suis d'accord avec les arguments qui ont été avancés de gauche à droite. Maintenant, je dis, continuons le débat. Menons-le dans tous les plans. Et si c'est possible, que ceux qui sont encore dans les atavismes de type on ne peut pas bouger la Constitution parce qu'ils en font un fétiche, les néo-constitutions ne sont pas des fétiches. Si aux États-Unis, on nous parle d'une Constitution qui ne bouge pas depuis je ne sais pas combien d'années, c'est parce que justement, admettons, celle-là, elle a été le fruit des founding fathers, donc des Américains de manière propre. Elle n'a pas été, comme c'est notre cas, des choses qui nous ont été imposées parce que Bombardier, venu de l'extérieur, avec justement les intérêts de l'extérieur. Il faut que nous soyons capables de bâtir, de fonder aujourd'hui une constitution qui va en droite ligne de nos propres aspirations de la reconquête de notre souveraineté. Et cela passe par ce débat, cela passe par cette réflexion, cela passe à la fin évidemment par sanctionné par un vote qui consacre enfin cette idée de dire que les Centrafricains de manière autonome, de manière libre, de manière indépendante, se sont dotés eux-mêmes des propres institutions qui vont prédestiner, n'est-ce pas, au futur de leurs enfants. Un référendum pourrait être l'une des solutions. Justement. Mais aujourd'hui, à mon sens, c'est la voie royale pour évacuer, n'est-ce pas, tous les sous-entendus et espèces d'interprétation. Oui, on dit oui, c'est parce que tel ne veut pas partir au pouvoir, mais on l'a démontré. Ce n'est pas l'objet, si je l'ai dit avant, dans 1000 plateaux ailleurs, que pour la première fois dans cette Centrafrique, il ne faut pas qu'on oublie de dire aux Centrafricains qui ont les yeux en cœur d'où vient la Centrafrique. On a vu les images de la Centrafrique qui ont causé des AVC aux gens dans d'autres pays. Moi, j'ai vu à Douala, je ne veux pas citer le nom ici, une maman qui m'a dit c'est pas possible, j'ai fait ce pays, c'est inacceptable ce que je vois. Des gens qui ont été ravalés au rang des animaux, des gens qui se nourrissaient, n'est-ce pas, des feuilles d'arbre et des racines en brousse, parce qu'ils n'avaient pas cette paix relative dont jouissent aujourd'hui les Centrafricains. Ne serait-ce que pour ça, on peut dire que même comment dire ça, à mi-terme, le bilan du président Faustin Archange Touadéra parle pour lui et peut justifier le fait que aujourd'hui on pense que non seulement on procède à ce nouveau dépassement pour permettre enfin à la Centrafrique de rentrer dans la plénitude de sa souveraineté, mais surtout de continuer cette marche en avant qu'il a initiée pour effectivement doter la Centrafrique de ces instruments qui vont l'amener à être un pays souverain, un pays compétitif, mais surtout le nouveau phare de cette Afrique. On ne le dit pas assez. Hier, on a cité Karenou, qui a inspiré plus d'un, n'est-ce pas, de ces combattants nationalistes et même d'autres révolutionnaires à travers le monde, dans le cadre de l'émancipation des peuples. Je pense qu'aujourd'hui, la Centrafrique doit retrouver cette place centrale, mais pour qu'elle les retrouve, il faut qu'elle se débarrasse de toute forme, n'est-ce pas, de grelots coloniaux qui continuent, n'est-ce pas, de plomber complètement toutes les aspirations profondes de nos peuples. Et c'est en cela que je pense que ce débat, qui à mon sens doit être sanctionné par une possibilité pour les Centrafricains de se doter eux-mêmes d'une constitution qui sera la leur. Pourquoi pas une constituante même? Pourquoi pas une constituante à la centrafricaine qui va enfin élaborer cette mer de loi et permettre que justement des jeunes comme celles que je viens de voir sur ce plateau continuent d'inspirer et d'éclore à travers l'Afrique et à travers le monde. Merci, patient parfum d'homme. Président Bandakani, alors je vous ai vu très silencieux, vous avez écouté les uns et les autres. Quel est votre regard, quelle est votre lecture après avoir suivi le débat jusqu'à ce niveau? D'abord, me féliciter. Pour ne pas dire nous féliciter de la qualité du débat. Merci, Président. Des copanélistes ont dit qu'ils étaient très honorés de partager le plateau avec nous.
je voulais leur retourner la civilité. Ce n'est même pas une civilité. On est obligé de dire qu'on honorait au regard de la pertinence de tout ce qui a été dégagé ici ce soir sur la question. Je commencerai par dire que lorsqu'on apporte un malade chez un médecin, s'il est un bon médecin, il cherche les causes de la maladie. S'il est un commerçant, il soigne les symptômes. Ça va vite. On peut badigeonner les symptômes, on prend l'argent. Mais un médecin sérieux va inspecter les causes profondes de la maladie. S'il les trouve, le malade est guéri pour toujours concernant cette maladie. Il est guéri pour toujours, parce qu'il aurait éradiqué la cause. Je pense que cette méthode-là, cette approche est valable pour le débat de la Constitution, pas seulement en Centrafrique, mais dans tous les pays africains. Les projets, ou bien les existants constitutionnels en Afrique sont malades. Toutes sont sérieusement malades. Et la gravité de cette maladie vient de ce que le malade ignore qu'il est malade. Et ceux qui sont appelés à le soigner, ou bien ceux qui se disent spécialistes de cette constitution, ne voient même plus la maladie. Nos constitutions sont des morts vivants. L'expérience constitutionnelle moderne s'est greffée en Afrique sous quelle modalité? Lorsque ce continent a perdu sa souveraineté. On peut remonter très loin depuis la chute de l'Égypte antique. Mais on va dire que c'est très loin. On peut me laisser l'esclavage arabo-musulman. Si vous prenez simplement l'esclavage occidental, vous continuez avec la colonisation jusqu'à aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. La marque principale de nos sociétés, c'est qu'elles sont des sociétés dominées. Et quand on dit dominé, on est gentil. On est gentil. Et du coup, logiquement, les dynamiques constitutionnelles dans des pays africains en général, et c'est valable, et encore plus valable pour la Centrafrique, traînent une contradiction fondamentale, j'allais dire génétique. Comment on peut constitutionnaliser la domination étrangère et en même temps prétendre se libérer de la domination étrangère? Je pose la question. Comment est-ce qu'on peut constitutionnaliser la domination étrangère? Je dis, je suis gentil, parce qu'il est question de la négation de notre humanité, de l'humanité de l'homme africain, de l'homme noir, c'est de cela qu'il s'agit. Rien ne peut contester cela, c'est un fait. Comment donc peut-on constitutionnaliser la négation de son existence, la négation de son humanité et la négation même de l'existence de nos nations? Ça, c'est la tare fondamentale de nos constitutions. Et on va tourner autour. Elles sont chrysogènes, elles ne peuvent que générer des crises et rendre nos pays ingouvernables. Il faut en sortir. C'est pour ça que les questions constitutionnelles sont très sérieuses, pour qu'on les laisse aux juristes et aux constitutionnalistes. C'est comme la maladie. Un malade, la maladie est trop précieuse pour qu'on laisse ça seulement au médecin. Quand vous allez voir un médecin, vous avez votre mot à dire. D'ailleurs, la déontologie médicale l'exige. Elle a désormais consacré. Sauf pour le Covid, où les inventeurs de Covid nous ont interdit de dire un mot sur notre maladie. Mais passons. Je pense qu'il y a encore les mesures barrières ici dans ce pays. On appelle ça mesures barrières, c'est ça? Oui. Alors, ça part de là. C'est de cela qu'il s'agit. On parle de quoi? Tout à l'heure, j'ai écouté l'excellent Beninga tout à l'heure. Il a convoqué extrêmement de notions importantes, extrêmement pertinentes, qui m'autorisent de nuancer un peu. Les notions de constitution originaire sont des notions formelles et théoriques. Dans le fait concret, toutes les dynamiques constitutionnelles dans le monde. Le constituant originel, quand vous le regardez, est toujours avant-gardiste. C'est pour lui ce que je veux dire. Je veux dire que c'est toujours un groupe. C'est toujours un groupe qui va prendre sur lui de dire, ok, j'ai la légitimité pour engager la société, la nation, dans une dynamique constitutionnelle. Lisez l'histoire des constitutions. Lisez. Le peuple, oui, celui de constitution originelle, c'est clair, mais il est toujours représenté. Il est toujours représenté, soit de facto, directement, mais soit par ses délégués, soit par ceux qui parlent à son nom en ce moment-là.
C'est ça la réalité du constituant originaire. Pourquoi la Centrafrique ferait exception? Puisque mon excellent co-panéliste parle du consensus. Je ne rêve que de ça. Nous ne rêvons que de ça. Ben, c'est très compliqué de faire du consensus dans les plantations d'esclaves. C'est très compliqué. Parce que les intérêts sont tellement antagonistes. Il y a une telle fragmentation sociale. Il y a l'histoire liée aux manœuvres des propriétaires de plantations qui sont des génies dans l'art de créer des oppositions, même dans les endroits où il n'y a pas d'opposition possible, il est créé. Vous faites comment construire un consensus? Ce que vous demandez, c'est ce qu'il faut. C'est la merveille qu'il faut trouver. Mais comment on va faire? Comment on va faire pour le trouver? Et à partir du moment-là, je pense que la formule, c'est justement de contourner cette impossibilité consensuelle. En faisant quoi? Je ne sais pas. Je ne fais pas de bâton magique, mais je dis, tout à l'heure, quand j'ai convoqué l'histoire des constituants originaires, ce n'est pas à tort que je le fais. Tout à fait. Je suis simplement en train de dire quelque chose que il sait de quoi je parle. C'est clair et c'est net. Il a convoqué un enjeu majeur ici, la bipolarité du débat. Bipolarisation du débat. Ouais. C'est très pertinent, ça remarque. Très, très pertinent. Mais là encore, il m'autoriserait à nuancer. La RCA n'est pas bipolaire. Ce n'est pas deux pays. Ce n'est pas un pays qui a deux pôles qui s'affrontent. L'histoire... Je vous ai bien compris. Hein. Je vous dis, j'ai bien dit que je m'autorise à nuancer. Je reconnais, vous avez fait un constat. C'est un constat. Le fait, il est là. Vous êtes même très gentil quand vous parlez de bipolarisation. Il faut dire même multipolarisation. Qui est masquée par la bipolarisation dominante. Des cas, on pourrait me dire la tripolarisation dominante. Vous avez convoqué 3 blocs. Mais je dis que je suis d'accord avec vous, mais simplement, je dis ceci. Je parle de la RCA. Elle n'est pas tripolaire, la RCA. Elle n'est pas bipolaire. C'est une matrice unique qui porte tous les enfants de ce pays, malgré leur diversité. Les diverses composantes de ce pays ont pour matrice unique la RCA, le RCA, puisqu'on dit le Centrafrique. La RCA, mais le Centrafrique. La République centrafricaine, le Centrafrique. Ok, je fais l'effort de m'adapter. Donc à partir de ce moment-là, je pense que le génie qui est votre responsabilité, vous êtes un grand chercheur, c'est d'articuler la centralité de la matrice qui porte toute cette diversité, de s'assurer que cette centralité prenne le pas, parce que sinon c'est l'explosion. C'est l'explosion. Et l'histoire de ce pays, je crois que nous sommes tous fatigués, n'est-ce pas, des explosions civiles, des explosions sociales qui font du mal, qui martyrisent ce pays. Nous sommes fatigués tous de ça. Donc, la Constitution, c'est une loi fondamentale. Elle n'est pas bipolaire. Elle n'est pas tripolaire. Elle est le fondement. Mais si un fondement est bipolarisé et tripolarisé, il n'est plus un fondement. Donc ce sont les intérêts supérieurs de la Centrafrique qui doivent gouverner la dynamique de la réécriture de la Constitution. Ces intérêts supérieurs, tout Centrafricain qui a un bon sens peut le dégager. Au regard de l'histoire, mais ce pays est fatigué des bagarres. Ce pays est fatigué de la guerre. Ce pays est fatigué de la violence qu'il subit depuis des années. Je le dis, c'est un regard d'un homme qui vient de l'extérieur. Mais je suis centrafricain comme il est camerounais. Les problèmes de vos pays nous touchent. On ne peut pas être un peu au Cameroun si on parle du Cameroun, s'il y a la guerre ici. C'est impossible, vous le savez. Vice versa. Toutes vos frontières. D'ailleurs, votre pays est tellement riche que je vous apprendrai des convoitises. Des voisins sur votre pays. Ils regardent. Ils regardent. Ça, c'est un enjeu métaconstitutionnel. Les gens vous regardent, les gens regardent. Mais s'il n'y a pas la capacité à dépasser la diversité des intérêts, qui souvent sont des intérêts primaires, on peut le démontrer, primaires, s'il n'y a pas ça, d'autres voisins plus proches viendront vous montrer que votre pays est important. Je dis voisins plus proches parce que tous les débats sur la Constitution, comme dans beaucoup de pays africains, font le silence exprès sur la domination étrangère. Je vous ai demandé tout à l'heure comment nationaliser une plantation d'esclaves. Ça peut choquer les gens, mais je dis la vérité. Le Centrafrique, comme le Cameroun, tous les pays africains sont des plantations d'esclaves. Convoquons l'exemple de la France, si vous aimez beaucoup ces modèles étrangers. Les États-Unis, des pays qui nous ont servi de référence, pour notre malheur en passant. Prenons les références.
Pourquoi il n'y a pas de tel débat dans ce pays-là? Disons comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que les constitutions dans ce pays-là ne sont pas des immaculées conceptions. Ce ne sont pas des purités textuelles. La constitution française ou américaine a les capacités de défendre ce qui fait les fondations d'une constitution. Une capacité économique établie. Une possibilité de rayonner sur le plan culturel, de rayonner sur le plan politique. La puissance géopolitique. Enlever à la France son armée, enlever ses colonies, enlever aux États-Unis sa puissance militaire, sa puissance économique, enlever à l'Angleterre, pareil, enlever-leur tout ça. Et vous allez voir ce que valent les constitutions. Derrière, par leur passé, ils sont passés même par là. C'est quoi ces constitutions africaines qui sont si fiers d'elles et oublient l'ossature concrète et matérielle d'une constitution? La souveraineté économique, la souveraineté politique, la souveraineté géopolitique, la souveraineté culturelle. C'est quoi? Mais ce sont des monstres, ce sont des fantômes, ce sont des vampires. Cette affaire-là, ça ne peut pas marcher. Prenons le cas de la Centrafrique, soyons concrets. La Centrafrique contrôle quelle partie de ses ressources? Parlons-en. Moi, je suis arrivé ici, je vois l'ONU partout. Mais que fait la MINUSCA dans ce pays? Ce n'est pas un débat qui intéresse la Constitution? Que fait la MINUSCA ici? Mais pourquoi parler de ça? C'est comme si on parlait d'un tabou. Mais le fondateur de ce pays, c'est Boganda. C'est écrit dans votre Constitution. Pas moi qui l'écris. Vous l'appelez père fondateur. Quelles sont les batailles de Boganda? Il a convoqué Karinou ici, il a convoqué. Vous les connaissez mieux que moi. Ce sont vos héros. Mais quel était le projet? Pourquoi ils ont donné leur vie pour la souveraineté de ces pays? Il y a la souveraineté dans ces pays quand on voit ce que la MINUSCA fait ici. Mais vous êtes devenu un territoire occupé par une agence onusienne. Qu'est-ce qui justifie ça? Ce que la France a fait dans ces pays, qu'on fait partout. Pourquoi on n'en parle pas? C'est pas fini. Nos relations avec le Fonds monétaire international, la Banque mondiale. Mais il faut qu'on parle de ça. Tous les guerres civiles qu'il y a eu ici, lesquels étaient derrière? Bien sûr, il y a la théorie qu'on met toujours sur la table. Oui, il y avait la complicité des Africains. Mais bien sûr, même les Français. Il y avait les Français complices des Allemands. Il y avait même les Juifs complices d'Hitler. Mais vous connaissez la suite, non? Est-ce que pour autant on peut justifier tout ce qui s'est passé par le fait qu'il y a eu des complices? Donc vous voyez que nos débats sur la Constitution sont des débats décontextualisés. C'est-à-dire, ce qui fait le corps d'une Constitution, on l'a mis de côté. Et on réduit les dynamiques constitutionnelles à un vêtement vide. C'est-à-dire, on pense qu'une Constitution, c'est la beauté des articles. C'est-à-dire, c'est la beauté des articles, c'est sa cohérence formelle. Nous sortons dans 30 secondes. Tout à fait. C'est sa cohérence textuelle par rapport à par rapport à la cohérence formelle des articles. Mais nous voyons très bien, mon cher Bachir, puisque vous demandez que je chute, que la réalité en Centrafrique comme ailleurs nous rattrape. Parce que le débat à la fin, c'est quoi? Comment depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, les différentes constitutions n'ont pas stabilisé ce pays? Mais il faudra bien que les gens répondent à cette question. Merci, Président Bandakani. Je rappelle à nos téléspectateurs, naturellement, vous pouvez appeler pour participer à cette émission. Vous le savez, la plupart de nos émissions sont interactives et celle-ci, encore plus, les Centrafricains peuvent appeler ou encore tous les citoyens d'Afrique et du monde. Vous avez la parole de toutes les façons. Patient Parfendom, je vous vois. Non. Non, je suis 30 secondes puisque je vais retourner vers... Je suis chaque fois que j'écoute le président Bandakani parler de l'occupation en réalité de notre sol par des forces venues de l'extérieur. C'est le cas par exemple de cette force de l'ONU. L'argument est facile. Ils sont venus nous aider. Mais faisons le bilan des différentes aides de ce genre d'ailleurs. On ne peut pas transformer une ville comme Bangui en une espèce de ONU-land. Ce que nous voyons sur les rues centrafricaines depuis que moi je suis là depuis quelques jours, c'est très grave. C'est très grave. Ça remet en cause la question même de la souveraineté de ce pays. Or, la construction d'un pays est censée consacrer justement sa souveraineté. Je pense que ce débat doit continuer. Je pense qu'on doit avoir le courage, l'honnêteté de reconnaître que si la Centrafrique ne retrouve pas sa place centrale en Afrique, toute idée de développement pour notre continent sera vouée à l'échec.
elle ne peut pas continuer à constituer de manière, j'allais dire, consubstantielle, le ventre mou, le maillon faible de cette construction africaine, alors que nous avons ce niveau d'intellectuel, ce niveau d'hommes, tout court, qui sont à la hauteur de richesse de ce pays, que cet espace constitue, et qu'on continue de nous prendre pour des grands enfants, des attardés mentaux, qui ne sont pas assez mûrs pour pouvoir, n'est-ce pas, se prendre en charge eux-mêmes et orienter, n'est-ce pas, leur propre destin et l'avenir de leurs enfants en toute liberté et en toute, j'allais dire, indépendance. Merci à vous, patient parfait, donc Paul Christian Beninga. Je poursuis avec vous après, justement, après avoir écouté le président Badakani, bien sûr, patient parfait, donc ils ont évoqué des aspects quand même assez importants, du moins dans leur argumentaire, en ce qui concerne l'enjeu autour justement de la réécriture de cette constitution. Ils ont parlé de souveraineté, ils ont parlé de, pour la Centrafrique, comme d'ailleurs pour les autres États africains, qu'il est important aujourd'hui de retrouver une certaine souveraineté, une certaine fierté africaine. Et donc les enjeux sont peut-être ailleurs que ce qu'on présente, c'est-à-dire une constitution qui se veut tailler peut-être à la mesure d'une personne, mais peut-être il faudrait jeter le regard ailleurs que ce qu'on voit actuellement. Bien, merci. En fait, j'ai suivi avec beaucoup d'attention les interventions de M. Badakani, de M. Parfait, également de gauche, on parle d'Alain Patrick Dekuma. Et à un moment donné, je souriais parce que l'impression qui se dégage de toutes ces interventions, c'est que une fois qu'on aura toiletté notre constitution, nous aurons un beau pays. Et une autre impression, c'est que M. Parfait et Badakani tiennent un discours de fond. Je ne vais pas dire qui est à l'opposé de ce qui est dit ou soutenu au plan national par ceux qui défendent le projet de révision et mieux encore de l'élaboration d'une nouvelle constitution. Je vais vous dire pourquoi. La dynamique enclenché par M. Badakani et par qui a déjà fui. Pas du tout. Rassurez-vous. C'est pour le taquiner. C'est pour le taquiner. Est une dynamique qui se veut panafricaniste. Avec la ligne qu'ils ont toujours l'habitude de défendre. Hein. Je ne leur en veux pas. Même si je ne partage pas cette idée, je ne leur en veux pas. En revanche, quand on voit ce qui se fait au plan national, c'est un autre argument. Je m'explique pour être plus clair. Allez-y. Au plan national, on nous dit il y a des institutions qui sont budgétivores et il faut posséder, et il faut les élaguer. Entre autres, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, le Haut Conseil de communication, pour ne citer que ces deux institutions-là. Je rappelle au passage qu'il existe un comité de lutte contre les pratiques clientélistes au niveau de la primature. Pendant les consultations populaires à la base, les Centrafricains ont émis le vœu qu'on puisse mettre en place une nouvelle institution, notamment la haute autorité chargée de la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on dit qu'il faut procéder, il faut l'élaguer de la Constitution. En même temps, on nous dit qu'on veut créer un poste de vice-président. Ma foi, de mon point de vue, il faut s'arracher le cheveu pour comprendre cette logique-là. On nous dit qu'il faut élaguer les institutions qui sont budgétivores. Si le Haut Conseil de communication, d'une part, et la haute autorité chargée de la bonne gouvernance, d'autre part, sont budgétivores, quelle est cette, j'ai envie de dire, manie de vouloir créer un poste de vice-président en sachant que ce poste-là va être budgétivore? Et ceux qui soutiennent ces arguments-là, et moi je l'ai écrit d'ailleurs, que le Sénat est une institution budgétivore, ne sont pas allés contre le Sénat, mais plaident pour le maintien du Sénat, qui n'a pas encore vu le jour d'ailleurs. Donc le projet va être reconduit dans la nouvelle loi constitutionnelle. Vous m'arrêtez si je me trompe, la vice-présidence, elle dépendra de la présidence? Ah bon, je ne suis pas le mieux indiqué pour vous en parler. Manifestement, oui. D'accord, ça veut dire que c'est un poste dans une même institution.
je ne suis pas mieux indiqué pour le dire, mais d'après pour la rester sur l'exemple que vous avez pris. Oui, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, ça sera coûté. Si vous voulez, on peut faire des exemples, des calculs simples. Et ce n'est pas M. Bandakani qui va me démentir. Il aura quand même un fonds politique, le vice-président. Il aura un budget de fonctionnement. Alors, si on fait le ratio entre la haute autorité chargée de la bonne gouvernance et la vice-présidence, quand vous prenez le Sénat, qui va être maintenu dans la nouvelle loi, ça pose problème. Vous voyez, en fait, on est dans les détails, j'ai envie de dire, quasiment inutiles. Quand on voit les arguments qui sont présentés au plan national. Maintenant, quand on écoute M. Bandakani, on écoute mon cher frère Parfait, ils sont dans une autre dynamique. C'est la question de la souveraineté. Oui. La question du développement. J'ai envie de dire que je suis d'avis avec eux, mais je pense qu'ils disent avec beaucoup de pincettes. Parce que, déjà, il faut rappeler, M. Bandakani, sur le concept de la constitution, du pouvoir constitutionnel originaire, je suis entièrement d'avis, on peut s'en passer, on met toujours en place les représentants de ce pouvoir originaire-là pour pouvoir penser ça. Mais ce n'est pas la première fois, je ne dis pas qu'on est dans la théorie de complot, mais ayons le courage d'assumer nos responsabilités, surtout nous les Centrafricains. Nous devons avoir le courage d'assumer nos responsabilités. Nous sommes les premiers responsables de nos malheurs. Ce ne sont pas d'abord les Occidentaux, ce ne sont pas les... Je ne les défends pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables, mais nous sommes les premiers responsables de nos malheurs. Je vous donne deux exemples. Allez-y. En 2003, de 2001 à 2003, qui est venu chasser le président Patassé? C'est son chef d'état-major. Ce ne sont pas les Occidentaux qui ont commencé à lancer les hostilités. C'est nous qui ouvrons toujours la brèche. Et les autres en profitent. Vous connaissez, j'entends les discours qui sont tenus sur Africa Media et bien d'autres médias sur la question, sur la Seleka. Quand vous prenez la Seleka, ce ne sont pas d'abord les Occidentaux qui ont commencé. Ce sont les Centrafricains qui ont ouvert la brèche. Ce sont les Centrafricains qui prennent les armes contre les Centrafricains. Là, ça veut dire que... Là, non, c'est pas notre débat. Voilà, oui, je vous comprends. Pour dire qu'il y a d'autres personnes qui pensent justement, pour aller rester dans cet argumentaire-là, qu'il y a toujours des manipulations externes justement en ce qui concerne le secteur. Je ne nie pas. Que ce soit... Vous lisez ma thèse, vous lisez mes ouvrages, je le dis. C'est pourquoi je dis la responsabilité est partagée. Mais nous devons assumer notre propre responsabilité. Que ce soit la Seleka ou le tombeur de Patassé, fabrique-t-il des armes? Non, ça c'est un autre débat. Ils en achètent. Voilà. Ils en achètent. Mais écoutez, ceux qui fabriquent les armes, vous pensez qu'ils fabriquent ça pour conserver ces armes-là dans les musées? Vous pouvez dire qu'ils créent les situations. Mais je donne un exemple simple. Et je vous prends un témoin. Au Cameroun. Je veux témoigner. Oui. Au Cameroun. Boko Haram. Si le leader camerounais n'était pas fort, le Cameroun ne sera pas là où il est aujourd'hui. On est d'accord? Savez-vous comment bien évidemment, est-ce que la manipulation n'avait pas eu lieu dans le contexte camerounais? La manipulation a bel et bien eu lieu. Mais il y a quand même une dynamique et il faut la saluer, plus ou moins. Mais si aujourd'hui, nous fragilisons notre pays, et ce n'est pas la Constitution. Et moi, j'ai envie de poser une question à M. Bandakani parce que le débat devient intéressant. Oui. Moi, je l'ai suivi. J'ai suivi... Bon, il est passé, je ne vais pas continuer à le citer. Non, vous le citez rapidement, il pourra revenir rapidement. Il est là. Il est là. Mais lorsque vous vous êtes attaqué à Ouattara, lorsqu'il a voulu changer la Constitution, vous vous êtes opposé. En présentant des arguments. Oui, mais vous faites partie des critiques quasiment les plus virulents de régime de Ouattara. Il a modifié la Constitution. Vous n'avez dit jamais que c'est une bonne chose. On est d'accord? Je vais vous répondre. Voilà, c'est pas une bonne chose. Mais venir aujourd'hui nous dire que c'est la Constitution qui est la solution à notre problème, je pense que c'est une fuite en avant. La constitution de notre pays, aujourd'hui, je le dis et je ne me répéterai jamais assez là-dessus, elle n'est pas parfaite, mais ça ne veut pas dire qu'elle est à l'origine de toutes les difficultés auxquelles le pays est soumis. Très bien. C'est vrai qu'on aurait aimé passer la parole d'abord à Alain Dekoma. Président Bandakani, vous avez été interpellé plusieurs fois. Alors, on va vous donner 2 minutes. Quelques minutes. Alors, dans ce cas, donnons la parole à Alain Dekoma. Oui, je vous suis. Voilà. Votre co-débatteur, Paul Crescent Beninga, a évoqué un certain nombre de points qui se résument en ce que les défenseurs
de l'idée de la réécriture d'une nouvelle constitution utiliserait des arguments qui ne tiennent pas. Il salue cependant les arguments évoqués par que ce soit le président Mandakani, oui, naturellement, avec beaucoup de pincettes. Sur le plan panafricaniste, si on veut, je reste sur ce qu'il a dit, c'est tenable, même s'il les tient avec beaucoup de pincettes. Mais à votre niveau il faut reconnaître une chose. C'est très important de ne pas prendre les Centrafricains comme des sous-hommes, c'est-à-dire ceux qui ne réfléchissent pas. Ce qui est important, je relève encore, je vais mettre entre guillemets ce qu'a dit mon cher ami Paul Crescent, en disant que nous sommes toujours, c'est-à-dire en fait responsables de notre propre malheur. Mais Christian a oublié, et lui, il ne va pas me démentir, il sait comment généralement les gens rentrent dans cette théorie de complot pour arriver à leur fin. Il le sait. Peut-être il fait semblant. Il le sait. Il y a toujours... Ce complot ne vient pas comme ça au hasard entre les Centrafricains. Ça vient toujours de l'extérieur. Et nous savons d'où ça vient. Raison pour laquelle, depuis le temps de Patassé, jusqu'aujourd'hui, vous avez vu, chaque 10 ans, rebelote. Celui qui veut arriver, c'est-à-dire au fait qui veut prendre le pouvoir par les armes, par les moyens de coup d'État, leur argument simple généralement c'est quoi? Celui qui est au pouvoir c'est un diable. Ce monsieur c'est un diable. Il ne fait rien pour le peuple. C'est comme s'il a été consulté par le peuple. Mais d'où ces gens-là, généralement leur fonds de commerce-là, c'est-à-dire la préparation du coup d'État. Mais les fonds, ils arrivent à avoir ça où? Il en sait quelque chose. Je ne veux pas dire que lui, généralement, il est dans ses cartons. Il n'est pas d'ailleurs. Dans le cadre de ses recherches, bien sûr. Voyez-vous, c'est un chercheur. Bozizé était venu prendre le pouvoir en disant que ben non, son patron hier, c'est un diable. Non, celui-là, il faut le dégager. Il a eu la bénédiction de beaucoup de pays, surtout africains aussi, mais qui l'ont accompagné jusqu'ici. On est d'accord? Je parle du Tchad et du Soudan. On est d'accord? Mais il y a aussi d'autres pays européens qui ont aidé ce monsieur à venir prendre le pouvoir, assassiner les Centrafricains, violer des vieilles femmes, brûler des villages pour arriver à leur fin. J'ai l'impression que ça a été facile de citer le Tchad et le Soudan. Quand vous dites d'autres pays européens, vous faites allusion à qui? Je fais allusion, je ne veux pas rentrer dans ces considérations-là. Je ne préfère pas le dire. Mais je dis que d'autres pays européens étaient dans le coup. Ça, je n'ose pas dire c'est qui ou c'est qui. On aura tout le temps de citer un jour. Et par après, c'est de tout ça qui est arrivé, par ces hordes de tous les renégats au niveau de l'Afrique centrale, mais ils sont arrivés, ces bêtes-là, ces sauvages-là, excusez-moi le terme, sont arrivés, mais ils ont tout bousculé à leur passage, réduit ce pays à terre. Vous avez vu l'état de ce pays où le président Touadéra était venu, c'est-à-dire récupéré par la voie des urnes. Mais est-ce que le président Touadéra a des problèmes avec des gens qui se lèvent aujourd'hui pour dire que ben non, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça? Il n'a pas de problème avec les gens. Je rappelle que ce monsieur fut le premier ministre de Bozizé à l'époque. Lui aussi, il a été chassé du pouvoir par ce monsieur. Ceux qui étaient là, ils avaient créé un front. Et ce front-là, voilà le résultat, c'est la Séléka. Voyez-vous, si aujourd'hui la population centrafricaine est totalement décomplexée en disant que ben non, cette constitution d'hier, c'est-à-dire de 2016, ne tient plus, c'est-à-dire debout. À partir de ce moment, une constitution n'est jamais figée. On ne va pas faire ce débat-là et je ne reviens pas sur cette question parce que aujourd'hui il y a une assemblée constituante qui se mettra en place et on ira par la voie référendaire pour nous départager. À partir de ce moment-là, est-ce qu'on va toujours revenir sur la question de la révision de la constitution? Ce débat est clos. Il faut aller de l'avant. Aujourd'hui, le peuple centrafricain veut aller de l'avant. Il n'est plus question que X ou Y ose penser que les Centrafricains sont des sous-hommes, il faut les traiter comme tels. Ben non, celui-là, non. Il s'agit de la souveraineté d'un pays. La Constitution est le socle d'une république. À partir de ce moment, il n'y a pas à tergiverser là-dessus. Il est question que l'aspiration du peuple centrafricain soit prise en compte dans cette Constitution-là. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on va revenir sur ça? Justement, avant de passer la parole, Dr Yam, est-ce que ce n'est pas aussi
aussi parce que justement ces problèmes de fond ne sont peut-être pas présentés Le problème de fond, manière... vous appelez problème de fond, ça veut dire quoi? Quand on parle de problème de fond, vous avez parlé tout à l'heure de souveraineté. Oui. Monsieur Beninga a par ailleurs, lorsqu'il a pris la parole, il a salué, je répète, avec beaucoup de pincettes, les propos tenus ici par le président Bandakani et patient par Fendom, et il a dit qu'en Centrafrique, malheureusement, ces points ne sont pas présentés de cette façon-là. Il parlait de quel point? Souveraineté. De la souveraineté. Ce qu'on présente, c'est... Mais la souveraineté de l'AES est indiscutable. Veut être taillée à l'image d'une seule personne. C'est faux, c'est facile de dire cela. Je vais vous rappeler une chose. Oui, allez-y. Le professeur Touadéra, c'est un enseignant. Il est professeur des universités. Bien sûr. Son métier, c'est de tenir la craie et transmettre le savoir. Son métier, ce n'est pas de s'éterniser au pouvoir. Et il le dit à qui veut l'entendre. L'idée qui était partie du projet de cette réécriture de la Constitution, ça ne vient pas du président Touadéra. C'est l'aspiration profonde du peuple centrafricain qui a démontré ça devant le monde entier à partir de ce moment-là. Est-ce qu'il veut avoir un débat? Lorsqu'un peuple s'exprime librement en disant que je veux ça, tu es qui, excusez-moi le terme, pour aller à l'encontre de la volonté du peuple? Est-ce que le président Touadéra aujourd'hui va se dire que ben non, ce que vous faites là-bas, ça ne m'intéresse pas, ça ne m'engage pas, mais qui l'a mis là? Il a le cutif du peuple. Et lorsque le peuple réclame une nouvelle constitution, il est obligé de suivre le pas. Très bien. Merci à vous. J'ai cru entendre qu'il y avait un appelant du Gabon. Alors la ligne s'est coupée. Un autre qui nous appelait justement de Bangui. Alors la régie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ces appelants sont toujours là? Très bien. Je crois qu'on va poursuivre d'abord sur le plateau. Et bien sûr, Dr Yam Timba, merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Vous avez écouté ce débat depuis le début. Au-delà de votre casquette d'économiste, je rappelle que vous êtes un panafricaniste convaincu et donc soucieux des questions de souveraineté. Jusqu'ici, ce que vous avez pu écouter, comment vous réagissez à cela? C'est à la fois triste, mais également encourageant. D'accord. Au fond, j'ai entendu deux personnes s'exprimer. Je n'ai vu aucune contradiction fondamentale. Alors, qu'est-ce qui cause ton problème? Je pense que ces deux personnes sont à l'image de ce que l'on perçoit dans le pays. C'est-à-dire, en fait, on discute des détails, le ton monte, on se déchire, alors qu'on ne parle que des détails. Vous êtes dans la perspective ou dans une... vous donnez le sentiment que vous êtes d'accord au fond sur une chose qui est pourtant simple mais fondamentale, la reprise en main de votre pays par vous-même. Vous exprimez clairement le fait que vous êtes conscient que votre pays, ce n'est pas vous qui le dirigez, que vous êtes dans un pays qui est sous occupation. Même la Deuxième Guerre mondiale n'a duré que 6 ans, mais ici vous avez quand même des gens qui sont là depuis une éternité. Vous êtes conscient quand même du fait que, on le ressent dans vos paroles, que le franc CFA siphonne toute la valeur ajoutée du Centrafrique et que c'est un point de blocage fondamental, essentiel, qui empêche ce pays de se développer. Vous êtes conscient du fait que, et Monsieur Beninga, qui a fait ses études, ou qui intervient toujours au Cameroun, dans l'université camerounaise, vous êtes parfaitement conscient que c'est un débat essentiel. Pas seulement un problème fort pour la Centrafrique, mais c'est un débat essentiel pour tous les pays dans lesquels on utilise le franc CFA et le franc comorien. Vous produisez, quelqu'un d'autre perçoit. Et vous avez le sentiment également que, vous donnez le sentiment, on le perçoit, que ce pays est à un moment essentiel, un moment exceptionnel de son histoire. On a l'impression qu'on vit un récapitulatif, si vous voulez. On vit une sorte de survenue de deux moments qu'on a vécu il y a déjà bien longtemps dans ce pays. Il y a un siècle, avec Karim, nous refusons d'être des personnes asservies.
je vous rappelle, lui il est censé le savoir, ça faisait juste quelques décennies qu'un certain Lewis Henry Morgan venait de publier son texte sur la classification des êtres humains. Et ce texte-là classait les Centrafricains comme des sauvages. Et c'est le cas pour tous les Noirs. Tous les Africains, c'était des sauvages. Il y avait les sauvages au bas de l'échelle, qui étaient au même niveau que les animaux. Les animaux. Ils pouvaient à peine constituer des meutes, comme tous les animaux. Et au-dessus, il y avait des barbares qui pouvaient constituer des hordes. Et tout au sommet, il y avait les civilisés. C'est les seuls qui pouvaient constituer des États et qui avaient donc le droit de coloniser les autres. Et un type qui s'appelle Karnou Karinou dit « Je ne peux pas accepter le fait que des gens viennent d'ailleurs et occupent nos terres. » Dans la construction du fameux chemin de fer Congo-Océan, des milliers de Centrafricains ils sont morts et il a refusé le traitement inhumain et dégradant qui ont suivi, qui était perpétré là-dedans. Et de 1928 à 1932, il y a eu cette guerre qu'il a menée, d'ailleurs de ce qu'est la Centrafrique aujourd'hui jusqu'au Cameroun et au nord du Congo, mais qui a quand même décimé la moitié de la population de ce pays, que vous appelez le Centrafrique aujourd'hui. Les choses qui sont fondamentales pour le Centrafrique, moi je les perçois en arrière-plan de ce que vous dites. Vous dites, nous avons été décimés, nous sommes un peuple martyrisé. Mais si vous êtes un peuple martyrisé, dites-le ouvertement. Pourquoi il y a trop de mots couverts? Ça vous rapprocherait tellement que vous iriez en fait main dans la même voie et dans ce que Beninga le consensus. Mais le consensus ne viendra pas du fait que vous irez boire du vin demain. Il viendra du fait des idées que vous défendez et de la structure, c'est-à-dire du fait que toutes ces idées-là naissent du rappel de votre histoire que vous partagez. Et il y a eu le deuxième moment, Boganda. Boganda, c'est un homme extraordinaire en Afrique, parce que nous sommes à une période où les hymnes nationaux de nos pays parlent de nous comme des sauvages. Au Cameroun, on dit nous sortions de la barbarie, etc. De la barbarie, parle de nous comme des barbares. Pas du tout comme des civilisés, pas des êtres humains. Et Boganda arrive et dit, vous ne pouvez pas imaginer, nous sommes en 2022, la plupart des jeunes ou des moins jeunes, et même nous qui sommes quand même dans la trentaine, la quarantaine, et peut-être certains commencent la cinquantaine éventuellement sur ce plateau, je ne sais pas, ont du mal à imaginer que lorsque Boganda parle dans les années 50-60, l'idée d'indépendance, c'est une révolution. C'est exactement de la même magnitude que ce qu'avait fait Copernic en science. Quand Boganda parle d'indépendance ici, mais Boganda, il résume l'indépendance à quoi? 5 verbes. Dites-moi lequel des Centrafricains n'est pas concerné par ces 5 verbes. Se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner, s'éduquer. Dites-moi lequel. Or, depuis 1960, des forces extrêmement puissantes ont fait retomber, après Boganda en tout cas, ont fait retomber la Centrafrique dans ce qu'elle n'était pas, parce qu'on n'a pas compris pourquoi elle essayait de se hisser au niveau où elle ne le voulait pas, où on ne le voulait pas. Et il y a même un secrétaire général de l'ONU qui a perdu sa vie à cause des problèmes de la Centrafrique, même si on a tendance à lier sa mort à ce qu'on appelait à l'époque le Congo. 1961. Donc, des décennies plus tard, près d'un siècle plus tard, vous avez exactement la même période constitutionnelle qui se produit en Centrafrique à la faveur de la structure politique que vous avez aujourd'hui. Vous parlez de 2 blocs qui s'opposent. Mais quels sont les sujets qui opposent ces blocs? Voilà peut-être la question de fond. Parce que je vous ai entendu parler, je n'ai entendu aucun problème de fond. Vous ne dites pas, voici ce sur quoi les blocs s'opposent. Or, si vous dites, dès que vous dites sur quoi les blocs s'opposent, vous constaterez que vous dites la même chose. Et que, au fond, ceux qui vous écoutent se disent, pourquoi est-ce qu'il y a un débat en Centrafrique? C'est ça là où monsieur Dekouma. Monsieur Dekouma, en fait, il a parfaitement raison de dire, nous avons des intérêts étrangers qui manipulent les choses dans notre pays, et ces intérêts étrangers biaisent le débat. Et en biaisant le débat, empêche les Centrafricains d'aller dans la voie de leur développement. Le vrai débat, Parce qu'au fond, quels sont les problèmes de fond de cette constitution de 2016? Mais comment pouvez-vous
en étant centrafricain, accepter que votre président soit mis sous tutelle et sous régence. Mais d'abord, ça dénie les principes fondamentaux du droit. Qui peut le plus, peut le moins. Ouais. Depuis quand où un président fait co-signer un acte qu'il ne signe pas un ministre? Un type élu par le peuple oui. fait valider ce qu'il fait, qui relève de ce pourquoi il a été élu par quelqu'un que lui-même il nomme. C'est une chose qui n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle une ineptie juridique. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'État. Vous ne pouvez pas avoir un État dans lequel vous avez en réalité un homme qui est élu sur la base d'une proposition politique, d'un projet de société. Et le peuple lui dit, va le réaliser, c'est ça que nous voulons. Mais quand il arrive, vous avez un Premier ministre qui peut bloquer ça, vous avez un ministre qui peut bloquer ça, vous avez une Cour constitutionnelle qui peut dire, vous le nommez tel, vous ne le nommez pas. Mais le président ne dirige plus. En fait, il y a des régents. On est dans une régence où le président de la République, c'est un gamin qui a 10 ans, mais qui doit succéder à son père, le roi, qui n'est plus là. Et puis les adultes qui assurent la régence, lui disent non, on ne fait pas ça. Mais sauf que c'est lui qui est élu. Oui. À la fin de son mandat, qui de lui et de ceux qui n'ont aucun mandat populaire vont rendre compte au peuple? C'est bien lui. Qui? Donc vous avez des contradictions fondamentales dans cette constitution qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on aime le président, on ne l'aime pas, on est d'accord avec lui, on n'est pas d'accord avec lui. Qu'il soit aujourd'hui un autre soit là, vous allez avoir votre pays bloqué. Et si votre pays est bloqué, tous les débats autour du fait qu'il y ait deux pôles qui veulent, ne veulent pas, tous les débats autour du fait qu'il y ait un juriste qui a écrit, n'a pas écrit, ça sert à quoi? Et l'autre élément essentiel, parce que je ne vais pas aller de façon détaillée. L'autre élément essentiel dans cette affaire, c'est qu'il faut qu'on s'entende sur ce que c'est qu'une constitution. Mais c'est quoi la constitution? La constitution, c'est se tenir ensemble. C'est vous qui appelez le consensus. Se tenir ensemble, c'est ça le consensus. Or, à partir du moment où on se tient ensemble, on se tient ensemble sur quelle base? Pas nécessairement sur la base d'affinité particulière, mais sur la base du fait que le sol centrafricain est ce sur quoi nous nous tenons. Et c'est la seule chose que nous défendons. Donc, on va se tenir ensemble sur le sol centrafricain, marquer notre espace, et c'est lorsque nous aurons marqué cet espace que nous aurons fait quelque chose qui n'a été fait que sous Boganda et qui a été balayé du revers de main depuis longtemps. Ça s'appelle la création d'un État. Vous savez pourquoi il y a l'ONU chez vous? Parce qu'il n'y a pas un État ici. Vous savez pourquoi il y a le franc CFA dans tous ces pays-là, qui sont 14, et le franc comorien? Parce qu'il n'y a pas d'État là-bas. En réalité, nous nous gargarisons du fait qu'il y ait l'État, mais il n'y en a pas. Parce qu'en fait, qui crée l'État? C'est les Français qui ont créé tous les États qui sont là. Les Centrafricains se sont réunis un jour pour créer un État. Là, pour la première fois dans leur histoire, un homme à la tête de ce pays leur donne l'opportunité de créer l'État centrafricain. Est-ce qu'ils vont même encore appeler ça Centrafrique? Ils peuvent appeler ça Sango, pour marquer une rupture avec ce passé-là. Et demain, exactement comme le fit le Burkina Faso, ça ne s'appellera plus Centrafrique. Ça peut s'appeler Sango, tout simplement. Comment on appelle homme en Sango? Koli. Ça peut s'appeler Koli Sango, par exemple. Non, pas Koli Sango, Koli. Koli, tout simplement. Voilà. D'accord. Ils peuvent marquer, couper, établir une rupture définitive avec ce passé grâce à la création, enfin, d'un État. Je note que dans la Constitution de 2016, il n'est écrit nulle part il est créé un État centrafricain. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Ce n'est écrit nulle part. Donc, on s'est assis, on a écrit une espèce de constitution, quelque chose qu'on a appelé la Constitution, qui dit l'État va faire, l'État va faire, l'État va faire. Mais vous ne l'avez déjà pas créé. Vous ne l'avez pas encore créé, vous n'avez pas encore dit, déclaré que vous le créez. Donc, vous n'êtes pas encore un État. Et nous, pourquoi sommes-nous en train de discuter? Mais ce que j'ai compris de ce que vous dites tous les deux, c'est que vous voulez un État. Vous voulez un État, mais ce que vous voulez, c'est que ce soit un État qui soit tel que tous les responsables de cet État, chacun soit exactement à la place qu'il faut, et que chaque acte que ça compose fasse que les jeunes qui sont au marché là, que j'ai vu l'autre jour,
aient une vie meilleure. C'est ça que le président actuel appelle le droit à la richesse. Est-ce que les Centrafricains n'ont pas le droit à la richesse? Merci à vous, docteur Yamb. Avant de poursuivre, on nous signale un appelant. Est-ce qu'il est encore là? Alors, décidément, d'accord, on a perdu l'appelant. La liaison pas très bonne. De toutes les façons, les prochaines éditions, on va remédier à cela. Oui, oui, président Madakani. Allez-y, Oui, bien sûr. alors, on vous président, a pris à témoin. non, il n'y a pas de problème, monsieur. Réagi, On a encore 15 minutes. On a encore 15 minutes, donc Beninga, vous aurez. Vous m'avez convoqué à témoin. Oui. Donc la politesse m'oblige à donc, alors, voilà ce qu'on va faire, monsieur. Président Madakani, permettez, voilà ce qu'on va faire. On a 15 minutes. Oui. On va essayer de parler le moins possible pour pouvoir faire un tour de table complet, si vous le permettez, monsieur. Président, vous avez la parole. Bon, j'ai reconnu à travers les brillants arguments de mon ami Christian les discours que nous avons l'habitude d'entendre et qui souvent me font sourire. Mais comme vous êtes un grand intellectuel, je ne peux pas sourire. Ce serait vous manquer de respect. Vous attribuez aux Africains la responsabilité de leur sort. Et vous dédouanez l'Occident, même si après vous dites que ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Je n'ai pas dit ça. Vous pouvez me laisser parler, non? C'est parce que vous dites que vous dites que même si on va dire une chose en contraire, si vous dites que ou vous dédouanez l'Occident, vous ne le dédouanez pas. Vous ne pouvez pas dire qu'ils ne sont pas responsables, même temps ils sont responsables. Non. Nous avons tous lu Frantz Fanon, et vous. Je pense qu'au XXIe siècle, il y a des débats qui devaient être derrière nous. Quand on a lu Frantz Fanon, un noir n'est pas un noir parce que la peau noire. Ça fait des siècles, des millénaires qu'on fabrique des noirs qui travaillent contre l'Afrique. Mais ils ne sont pas des noirs, ils sont noirs de peau. En fait, ce sont des étrangers à ce continent, au regard de leurs intérêts et de leurs choix historiques. On n'a même pas le monopole de cette affaire-là. Alors, est-ce que maintenant on va dire que parce que ces gens-là ont fait ça, M. Cresson est responsable de ce que lui refute? Parce que si les Africains sont responsables de ce qui nous arrive, vous faites quoi ici? Pourquoi vous faites des recherches? À partir du moment où vous-même vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe, vous ne pouvez pas dire que les Africains sont responsables, parce que vous n'êtes pas responsable de ce qui arrive, puisque vous êtes contre ça. Et l'histoire de votre pays, c'est une histoire de résistance. Donc fier de résistance. Mais Karinou, cette guerre-là, 1928 jusqu'à aux années 30, près de la moitié des populations de ce pays ont été massacrées par la France. Même ça, vous ne voulez pas dire ça devant les gens, pourquoi? C'est votre histoire. Bon, vous avez dit que les morts là sont responsables. Et en leur nom, je ne suis pas fondé à dire ici que la Centrafrique n'est pas responsable de ce qui lui arrive. Je ne suis pas fondé à ne pas réduire ce pays aux traîtres. Tout il faut les appeler comme ça. Il faut qu'on fasse sérieux, vous êtes un grand chercheur. Il y a ce qu'on appelle dans la méthodologie de la recherche la hiérarchie des facteurs et des variables. Il y a les variables secondaires, il y a les variables principales. Vous le savez mieux comment vous êtes un chercheur. Mais il y a les contradictions principales de l'Afrique. Il y a les contradictions secondaires. On n'inverse pas les hiérarchies comme ça, impunément. Quand vous dites que les Africains sont responsables de leur sort, j'espère que vous mesurez ce que vous entendez dire parce qu'on nous écoute. Vous dénaturez mes propos, mais je vais répondre. Vous allez avoir la parole. Ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la parole. Il est mieux que je dénature au lieu que c'est ce que vous avez dit. Tant mieux. Parce qu'il est mieux qu'on s'entende au moins là-dessus. On est au XXIe siècle. Il y a un débat qui doit plus opposer les gens intelligents. Mais vous n'avez pas dit que nous sommes responsables. Vous l'avez dit, mon cher ami, assumez ce que vous avez dit. Bon, ok, mais vous dites ce que je n'ai pas dit. Bon, supposons que vous ne l'avez pas dit. Président Badakani. Alors, lorsque vous dites que Patassia a été renversé par son état-major, vous dites ça. C'est ce que vous avez dit, non? C'est ce que vous avez dit que vous n'avez pas dit ça. Vous avez dit ça. Vous êtes un homme sérieux. De 60 jusqu'à présent, aucun événement qu'il y a eu dans votre pays n'est l'œuvre réellement des Centrafricains, même les traîtres. Je vous donne les documents. Si vous voulez faire un débat ici pendant 3 heures, je vous dis même prenez ce débat. Je dis depuis Barracuda, en passant par le renversement de Bokassa, le cousin a renversé l'autre, l'autre a renversé l'autre, on passe jusqu'à Kolimba, jusqu'à aujourd'hui. Vous n'avez pas dit ça pourquoi? C'est la France qui est derrière cette affaire. Et nous on démontre ça.
On démontre ça. Vous parlez de quoi? Que ce soit Bokanda, que ce soit Dako, que ce soit Bokassa. Lesquels les ont placés au pouvoir? Et lesquels les ont enlevés? À l'époque, il y avait combien de militaires ici? Il y avait quelle police ici en Centrafrique à l'époque? C'est pour autant que les Centrafricains ne sont pas responsables en partie? Maintenant c'est en partie, on avance. Mais c'est ce que j'ai dit depuis le début de on avance. C'est pourquoi je vous dis. Laissez-moi parler. Je ne nature rien, monsieur. C'est ce que j'ai dit depuis le début de mes propos. Ne prenez pas un bout de mes propos et vous en faites. Monsieur Beninga, ne vous inquiétez pas, vous aurez la parole. Recadrez le débat, madame. Recadrez le débat. Ne dénaturez pas mes propos. Vous aurez la parole et vous aurez justement l'occasion de, entre guillemets, corriger vous savez, tout à l'heure, président Bandakane. Si je suis mauvaise foi, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire exactement comme vous. Non, président va sortir. Vous n'allez pas parler. Président Bandakane, on n'a plus qu'une dizaine, pratiquement 10 minutes. Vous avez dit ça en partie, je n'ai pas accepté. Je dis que bon, ces gens, une avancée, de dire que vous avez dit ça en partie, donc je vais me retirer. Ce n'est pas une avancée parce que vous avez dénaturé. Je vous ai rappelé plusieurs fois. Ok, je n'ai pas dénaturé vos propos. Bon, je dénature vos propos. Voilà, je dis donc que depuis 1960, si on prend ça pour référence, je laisse la période coloniale, je laisse les périodes précoloniales, même à partir de l'esclavage et des invasions arabes, je laisse ça, qui sont les éléments constitutifs de votre nation. Je laisse ça. De 1960 jusqu'à présent, dites-moi, montrez-moi un seul événement qu'il y a ici. Vous me citez les sous-fifres qu'on met devant. Montrez-moi un seul événement qu'il y a ici qui n'a pas été organisé dans les officines de la France-Afrique, en particulier du Quai d'Orsay et des chambres secrètes de l'ONU. Je dis un seul événement, c'est parce qu'on met les services africains devant. Et je dis que même si on les met, vous avez lu Frantz Fanon, vous êtes un grand chercheur. À partir du moment où vous avez lu Frantz Fanon, nous ne tombons plus dans ces pièges. Nous mettons en avant ce qui fait la fierté de notre histoire, la résistance. Et c'est la résistance de vos frères et sœurs. C'est ce que nous les panafricanistes. Deuxièmement, alors, les notions vous savez, mon cher, avec tout le respect que j'ai pour vous, moi je ne crois pas au mythe de la neutralité de la société civile, je ne crois pas à ça. Le fait que vous soyez non partisan, c'est à votre honneur. Le fait que vous ne soyez pas dans la pratique du gouvernement, c'est à votre honneur. Mais ça ne fait pas de vous des gens neutres. Vous avez des intérêts. La société civile a des intérêts. Qui s'expriment. Bon, là, écoute. À quel niveau? J'arrive. Je vais vous dire pourquoi je prends cette démarche-là. Alors, à partir de ce moment-là, puisque sur la question de la Constitution, nous sommes à moins d'une minute pour votre temps de parole. Vous vous positionnez en neutre. Moi, je vais poser des questions. Bon, tant mieux. Bon, en ce moment-là, je suis contre la révision parce que j'ai donné les raisons. On a basculé dans l'élaboration. C'est un autre débat. Et j'ai parlé du consensus. J'ai l'impression que vous êtes venu avec des procès d'invention. Vous allez avoir la parole. Vous me prêtez des états. Vous avez aussi dit que M. Beninga, vous êtes pour qu'on la change. On aurait pu finir la parole du président Bandakane. Vous répondrez juste après lui, je vous en prie. Moi, je ne ferai pas comme lui. Quelqu'un va parler, je ne veux même pas intervenir. Je vous remercie. Je ne le ferai pas. Vous avez dit que vous êtes pour, en même temps vous êtes contre. Vous avez les arguments des deux côtés, des deux positions. C'est ce que je suis en train de dire. Président Bandakane, donc, à partir du moment allons vers la chute. J'avais beaucoup à dire, mais je vais me chuter. Oui, il faut de faire comme ça. À partir du moment où vous dites que vous êtes neutre, et à partir du moment où vous dites maintenant que vous n'êtes plus neutre, au nom de quoi vous refusez au président Touadéra d'apporter sa contribution décisive du haut de son statut au niveau d'information qu'il a pour ce pays et de sa pratique en tant que président, d'apporter sa contribution décisive à l'élaboration d'une nouvelle constitution. Au nom de quoi? C'est pas un Centrafricain? Son expérience ne permet-il pas de donner, d'apporter sa contribution, même si le chef d'État? En quoi votre contribution serait plus neutre, plus juste que la sienne? En quoi? Je veux qu'on ait des arguments logiques et rationnels par rapport à ça. C'est par ces questions. Je termine. Oui. Je reviens pas sur le cas Ouattara. Vous voyez, quand vous dénaturez votre propos, ça vous énerve. Peut-être à une autre occasion, président Bandakane. Vous dites que j'ai dénaturé vos propos sur M. Ouattara. Je ne vais pas insister dessus. Vous avez dénaturé mes propos sur les questions de la Constitution. Ceux qui me suivent savent que je m'attends. Très bien. On sait ce que vous avez dit là-dessus. Très bien. Tout à fait. Alors maintenant, quel projet, s'il vous plaît. Quel projet économique sérieux, puisque vous vous souciez, je l'ai observé dans vos propos, vous êtes très soucieux, n'est-ce pas, des questions sociales, donc du niveau de vie de vos compatriotes. Oui. Quel projet économique sérieux peut-on mettre en œuvre dans un contexte d'instabilité chronique? Quel projet économique sérieux peut-on mettre en œuvre? Ce qui fait donc que les questions constitutionnelles sont donc des questions économiques, sont des questions monétaires, bien vous démontrez, sont des questions géopolitiques. C'est-à-dire que si vous voulez que les Centrafricains mangent à leur faim, stabiliser l'État,
Et pour stabiliser l'État, il faut une bonne constitution. Je ne sais pas si votre constituante, qu'elle soit dérivée ou originelle, va soigner tous les maux de ces pays. Je ne sais pas si on peut faire ça en une ou deux générations. Mais je dis au moins, donnez-vous pour l'instant une bonne constitution si on veut qu'un Centrafricain mange à sa faim. Parce que c'est quand l'État sera stable qu'il vendra très bien les matières premières à leur juste prix. Qu'il va enclencher la libération monétaire de votre pays, et c'est le projet du Sango Point, que nous les panafricanistes, ça nous rend merveilleux. Nous on est fous de ce projet, on est fous. Il est fou, parce qu'on a vu ce que ça peut donner. Et nous on va mener ça ailleurs, hein. On va implémenter ça ailleurs. Nous allons le porter pour mener ailleurs, oui, c'est clair et net. Donc c'est-à-dire, si nous voulons vraiment que les Centrafricains mangent à leur faim, il faut réussir l'enjeu de la Constitution. Et n'ayez pas peur, Merci. de dénoncer les oppresseurs de votre pays, je le répète. La MINUSCA n'a pas de place dans votre pays. L'ONU n'a pas de place ici. Merci, Président Bandakani. Merci, Président Bandakani. Alors, si Kedoumbe, on va donner. On donne la parole à Beninga. Président Bandakani, je reprends définitivement la parole. S'il vous plaît, il a tellement chuté. Je reprends définitivement la parole. Président Bandakani, ça va. Pendant que l'ONU arme les rebelles. C'est bon. Merci, Président Bandakani. Merci. On reviendra justement dans un prochain débat. Monsieur Beninga. Cher Beninga, ça n'a pas été facile du tout. Non, mais c'est ça. Et bien sûr, et on est quand même arrivé. Lui aussi d'ailleurs, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. Et vous l'avez dit, je voudrais commencer avec, c'est M. Ayam, c'est ça? Docteur Yam. Docteur Yam. Alors je voudrais commencer par Docteur Yam en disant que, honnêtement et en toute modestie, je vous trouve prétentieux dans votre prise de parole parce que c'est un débat. Vous n'avez pas à résumer les propos des uns et des autres comme si on est en face d'un enseignant et qui fait des remarques à ses apprenants. Je n'ai pas aimé, en toute modestie, je vous le dis en toute honnêteté, je n'ai pas aimé cette posture-là. Ceci étant, le débat qui m'intéresse davantage, c'est avec M. Bandakani. C'est un peu amusant. Amusant dans le sens où vous dédouanez les Africains entièrement de leurs responsabilités. Quand je disais tout à l'heure que vous me prêtez des intentions qui ne sont pas miennes, encore moins les propos qui sont miens, en prenant pour responsables exclusivement les Occidentaux. Mais non, j'ai dit, et je ne me répéterai jamais assez sur cette question, que lorsque nous analysons, nous établissons les responsabilités. Et j'ai dit, les Africains, dans le cas qui est le nôtre, notamment de la République centrafricaine, nous sommes en partie responsables de nos malheurs. C'est l'expression, c'est la phrase que j'ai prononcée. Je le dis parce qu'il y a des faits, même si on mobilise les manigances, les manipulations, la motivation de l'extérieur ou des acteurs externes, ça ne doit en aucun cas dédouaner entièrement les Centrafricains du bourbier dans lequel le pays se trouve. Nous sommes en partie responsables. Qu'on ait mobilisé n'importe quel terrible, on ne peut pas dédouaner les Centrafricains. À un moment donné, ce ne sont pas les Occidentaux qui ont pris les Kalachnikovs et venus, comment dirais-je, dégager un chef d'État. Ils passent par les Centrafricains. Et pourquoi nous ne devons pas reconnaître notre responsabilité? Et à un moment donné, avec Dr Yam, il évoque les questions, les aspects économiques, la question de la souveraineté monétaire. C'est des débats qui sont d'actualité. Vous êtes encore là, moi je suis prêt. Vous pouvez m'interpeller. À 24 heures, je viendrai débattre avec vous. Mais non, ne déplaçons pas le débat. J'ai été appelé ici pour débattre des questions de fond en ce qui concerne la Constitution. Est-ce que ce ne sont pas des questions de fond, M. Beninga? Ce sont des questions de fond, mais ça n'a rien à voir avec la Constitution. Je suis entièrement d'avis. Quand M. Bandakani a dit, quand on parle de l'aspect économique, l'aspect monétaire, ça touche la Constitution. Mais n'abordons pas, qui embrasse trop mal les trains. N'abordons pas tous les sujets. Parlons de la Constitution. Et aussi, ce ne sont pas à vous, et ça je vous le dis, en vous regardant dans les yeux, qui devait nous dire ce que nous devons faire de notre Constitution. On est d'accord? Parce que de la même manière, vous reprochez cela aux Occidentaux qui se seraient passés par personnes interposées pour qu'on ait une Constitution. De la même manière, on vous reprocherait cela. Ce qui est important, ce qui est intéressant, et là, on est tous d'avis, surtout avec Dekouma, c'est que les Centrafricains doivent se retrouver pour parler au nom de ce consensus-là, pour réagir. C'est ce qui m'amène. C'est ce qui m'amène. Mais c'est moi qui ai parlé du consensus depuis longtemps. Oui, bien sûr, vous avez parlé du consensus, tout à fait. C'est ce que... Non, laissez-moi finir. C'est ce que je ne cesse de dire ici. Ce sont les Centrafricains qui doivent se retrouver pour
voir ce qui leur revient de droit. Ça m'amène à répondre à votre question pour ne pas avoir l'impression de l'avoir fui. Vous m'avez posé la question. Pourquoi est-ce qu'on doit refuser au président Touadéra de procéder à la modification de la Constitution, d'apporter sa contribution? Qui, autour de cette table, a refusé à un Centrafricain d'apporter sa contribution? Qui? Alors, autour de quel est ça, le problème? ma préoccupation elle est claire. J'ai dit, moi, je m'oppose à la révision de la Constitution parce que ce n'est pas une priorité. Maintenant que le projet a connu un glissement, autant pour moi, et que nous sommes dans l'élaboration, j'ai dit, la condition, pour moi, pour qu'on participe à ce projet, il faut qu'il y ait consensus. Très bien, vous l'avez dit et ça c'est vrai. Merci très cher Beninga. Eh bien, Sike Doumbé. Oui, et ça fait du bien, ça fait du bien. Vous êtes très bien tenu. Alors la régie nous fait savoir, merci, on n'a plus que... S'il vous plaît, je vous en prie, alors oui, d'accord, on me fait savoir qu'on n'a plus que 5 minutes. 5 minutes. Donc, allons-y. Président Bandakani. Je ne rentre pas dans les Président Bandakani, merci. Alors, nous sommes en train de faire le dernier tour de table, s'il vous plaît. Alain Dekoma. Président Bandakani, mais non, Président Bandakani. Merci, messieurs. Ça, c'est un silence que j'aime bien. Alain Dekoma, nous vous donnons la parole puisque nous étions en train de faire un dernier tour de table. Et dès l'entame de ce débat, notre ami Beninga a dit quelque chose. Beninga a dit quelque chose de merveilleux. Oui, il a dit quelque chose de merveilleux et surtout de fabuleux, c'est qu'il aimerait que ce débat se passe dans la convivialité et c'est ce qui est en train de se faire. C'est merveilleux de voir des Africains comme ça. Alors on vous donne la parole pour votre dernière prise. Merci beaucoup, chers journalistes. Je me réjouis vraiment de cet échange. Et c'est intéressant d'écouter les uns les autres et surtout les contributions de nos amis qui sont venus d'ailleurs et surtout ce sont des panafricains qui sont des personnalités dans ce sens-là et qui sont en train de mener, c'est-à-dire au fait de démystifier tous les pensées qui pensaient que bon, la Constitution c'est un mythe, la Constitution c'est le fétichisme total, ou la Constitution c'est... Bon, je crois que c'est un débat intéressant, mais le débat va continuer. Tout à fait. Ce qui est sûr et certain, mon ami de droite, il fait semblant. On le reconnaît dans ça. En tout cas, il fait semblant. C'est un chercheur qui nous a convaincus. Tout à l'heure, que les Centrafricains, quoi qu'il en soit, ils vont se retrouver, ils vont se parler. C'est le génie que nous avons et que personne ne peut nous enlever cela. Mais je répète encore, la question de la souveraineté de la République centrafricaine est indiscutable. Les oppresseurs qui pensaient hier que bon, c'était facile pour eux de manipuler les uns contre les autres, nous avons compris le jeu. Moi qui vous parle, j'ai étudié chez eux. J'ai fait des années chez eux. Je connais le blanc. Et je sais comment le blanc est capable de manipuler, est capable. Ce sont des gens qui sont nés hypocrites et ils resteront jusqu'à la fin de... Alors je voudrais rappeler à nos téléspectateurs que ici le blanc ça n'a rien à voir avec le racisme. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Je ne suis d'accord. L'occidental peut-être, d'accord. Voilà. Très bien. Il y a des Africains blancs s'il vous plaît. Donc, je ne suis pas xénophobe. Voilà. Je ne suis pas en train Merci pour la Nous avons très bien compris. Je dis seulement, j'ai étudié chez les blancs et je les maîtrise très très bien. Ce sont des gens qui sont des hypocrites et ils sont capables de beaucoup de choses. Mais je ne suis pas en train de dire, de pointer que ce blanc, c'est un anglais, c'est un français, c'est un américain. On vous a bien compris, n'insistez pas là-dessus. Exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, le Centrafricain est conscient de son avenir. Le Centrafricain veut vivre heureux chez lui. Le Centrafricain veut vivre bien chez lui. Et vous avez vu le développement de mon cher ami Beninga. Lorsqu'il parle de l'aspect social, il faut comprendre que c'est ce qui touche à cœur le président de la République. Et vous êtes en train de constater que Bonguier devenait un chantier. Ça, vraiment, je lui dis chapeau, parce qu'il a compris quelque chose. Et je crois que cette affaire-là... Alors, 30 secondes, on sort. 30 secondes, on sort, puisque Dr Yamora, bien sûr, l'honneur de vous plateforme Génération Consciente appellera bientôt
les Centrafricains à aller voter oui pour le référendum. Très bien. La question de la révision de la Constitution, je dis que ce débat est clos. Nous sommes en train de parler de la nouvelle écriture de la Constitution centrafricaine. Il n'y a plus question de revenir vers le passé avançant. C'est tout. Merci à vous donc, pour cette autre contribution. Je veux juste rappeler à nos téléspectateurs de ne pas oublier quand même qu'ailleurs, ceux qui parlent de l'Afrique ne sont pas africains. Ouais. Il y a des experts en Centrafrique sur des plateaux non-africains, je crois, c'est ça? Comme l'ONU. Très bien. Donc on prend un non-africain qui est expert en Centrafrique. Nous, donc, nos experts juridiques de voter, mais c'est toujours bien de vraiment prendre la peine d'écouter, parce que la question qui m'avait été posée, qu'est-ce que j'ai compris de ce qui avait été dit avant? C'est ça la question. Donc il fallait forcément que je restitue ce que j'avais compris. Je ne suis pas venu donner des leçons, j'en donne ailleurs à suffisance. Et je pense que ce genre de réflexe, de revenir sur ce genre de choses, indique l'attitude qu'on peut avoir face à tout ce que le président Touadéra fait. Il est enseignant. Et les enseignants ont tendance à faire des synthèses tout le temps. Et c'est pour ça qu'il faut peut-être, mais bon, c'est pas le même niveau. Faut pas être prétentieux. Soyons pas prétentieux. Quand on parle de l'enseignant, Touadéra, c'est pas le même niveau. Vous aurez le temps d'y arriver. Vous aurez le temps d'y arriver. Je vous le souhaite. Vous aurez le temps d'y arriver. Et les enseignants savent laisse pas passer. Même quand il s'agit de leurs étudiants, je ne laisse pas passer. Les bons enseignants, même quand il s'agit de leurs étudiants, ils écoutent. Je ne veux pas. Les bons enseignants. Les bons enseignants, même quand il s'agit de leurs étudiants, ils écoutent. Mais il faut quand je dis le professeur Touadéra est un enseignant, vous ne vous présentez pas. Je n'aime pas le même niveau. Donc je poursuis en disant, je restituais simplement pour dire à nos journalistes ce que j'avais compris, tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. Vous voulez ramener le bas à votre niveau. Allez-vous tout le temps empêcher tout le monde de parler? On n'a plus que 30 secondes. Mettons-nous d'accord. Écoutez, vous savez quoi? L'impression, non, écoutez d'abord si vous me permettez. L'impression qui se dégage, n'est-ce pas? C'est que je suis en face des co-débatteurs qui ont une mission, qui est celle de convaincre l'opinion à l'idée d'accepter l'élaboration d'une nouvelle constitution. Et à partir par le peuple. Non. Ça, c'est leur avis. Mais à un moment donné, vous devez accepter la contradiction et ne pas vouloir infantiliser les gens. Bien sûr. C'est clair. Ok, donc je vais peut-être continuer mon propos. J'aime la dernière phrase, accepter la contradiction. Donc s'il arrête les autres tout le temps, ça veut dire que lui ne l'accepte pas. Et c'est un problème sérieux chez les intellectuels africains. Ils n'écoutent pas les autres. Donc je pense que cela vient également du ponce-pilatisme de certains, du fait de leur propre parcours. En fait, ils n'ont pas toujours la capacité ou le courage d'avoir des opinions claires. Et ils reviendront tout le temps en disant ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je pense, parce que, etc. Et je dis encore que je ne suis pas centrafricain. Dans le débat sur va-t-il y avoir une nouvelle constitution ou pas, en fait, je suis que très concerné de très loin. Mais je note avec intérêt que 104 députés sur 140 ont signé, ont voté pour ça, et que 700 000 signatures ont été collectées sur un nombre d'électeurs. Oui, sur le nombre d'électeurs en Centrafrique, c'est 1,2 million. Et il y a 700 000 qui ont signé pour dire qu'ils voulaient une nouvelle constitution. Donc je ne comprends pas très bien où est le débat et je ne comprends pas très bien pourquoi nous allons faire du ponce-pilatisme ou des sermons chrétiens. Et je pense que ma contribution va simplement être peut-être de préciser sur le plan purement scientifique ce que c'est qu'une constitution. Et par là nous sortons. La constitution règle et structure la totalité. Je précise, laissez-moi finir. La constitution règle et structure la totalité des activités dans un pays, y compris les questions économiques. Et la monnaie n'est pas d'abord une question économique, c'est d'abord une question politique. Et en cela, elle
elle est l'une des considérations fondamentales en matière constitutionnelle. On peut le savoir ou ne pas le savoir, mais il reste que ceux qui le savent et qui sont certainement en train de pousser le débat sur l'écriture de la nouvelle constitution en Centrafrique sont, sur le plan scientifique, bien fondés d'aller dans ce sens-là. Et nous comprenons très bien qu'il peut arriver que tout le monde comprenne que la situation actuelle de la Centrafrique, avec les développements merveilleux que le monde entier admire relativement au Sango Koyi, relativement donc au projet Sango de manière générale, indique clairement que la Centrafrique a besoin d'un cadre fondamental nouveau pour porter ce qui est considéré aujourd'hui comme la 5e révolution industrielle et qui est initiée ici en Centrafrique. Et je pense que par-delà les considérations, les craintes d'une mission, ce qui n'est pas, je ne crois pas que la Centrafrique a besoin de ça. Ce qui est intéressant, c'est de penser de comprendre que cette constitution nouvelle, et ça c'est probablement ce qu'on peut percevoir dans une analyse critique et scientifique, elle va apporter aux Centrafricains ce qui leur a manqué depuis plus d'un siècle, le droit à la richesse, le droit au bonheur, et va leur donner les moyens, grâce au partenariat bilatéraux ou multilatéraux qui aident à stabiliser la Centrafrique aujourd'hui, à disposer d'un cadre d'expression politique et d'un cadre de construction économique que le Centrafrique n'avait pas jusqu'alors. Et je crois que si l'on considère les choses comme ça, je crois que mon ami Belinga il comprendra que l'objectif de notre contribution n'est pas du tout de s'en prendre ou de jeter des lauriers sur qui que ce soit. Mais nous devons savoir respecter les gens en ce qui les concerne. C'est vous qui avez fait appel à ça. Et nous estimons que les premières personnes à respecter, c'est le constituant originel qui est le peuple. Et de dire au peuple, nous sommes arrivés en Centrafrique, donc constatez que vous avez donné votre aval. Et si le peuple a donné son aval, eh bien, qu'on laisse donc celui qui a le mandat, le suffrage universel donné par ce peuple-là, conduire ce que le peuple lui demande, ce d'autant plus que le jour de son investiture, la Cour constitutionnelle lui avait dit, quand vous serez confronté à quelque difficulté que ce soit, ou à quelque interrogation que ce soit, ou à quelque interpellation que ce soit, retournez-vous toujours vers celui qui vous a donné ce mandat. Ce n'est pas une mission que de lui dire, c'est simplement de rappeler les choses les plus simples et celles qu'on peut retrouver dans tous les journaux de la Centrafrique. Merci Dr Yam. Et bien sûr, dans 40 secondes, ça fera exactement 2 heures de temps que nous échangeons sur ce plateau. Nous allons devoir conclure, Président Mandakani. Pardon? Alors 10 minutes vous suffiront pour conclure, Madame Siké. 30 secondes à vous, Président. 10 secondes, je veux dire. 10 secondes vous suffiront. Oui, Président Mandakani, donc. C'était inconsciemment, mon frère nous livre à la vérité populaire quand il parle que nous sommes en mission. Vous devez le l'UPC. L'indépendance du Cameroun était inspirée par Karim et Boganda. Abel Koumba, c'était notre frère de lutte. Ça fait mal quand on entend certaines choses sur certains plateaux. C'était notre frère de lutte. Nous, les UPCistes, des Africains sont prêts à mourir pour ce pays. Ils le font d'ailleurs, comme les Centrafricains le font dans d'autres scènes pour leurs frères de pays. Alors où je parle, ils sont des milliers de Centrafricains au Cameroun. Et personne ne peut les toucher devant nous. Personne ne peut les toucher devant nous. C'est quand même terrible d'entendre certaines choses venant de quelqu'un pour qui on ait un profond respect. Je suis Centrafricain comme tu es Camerounais, mon frère. Et tu ne peux pas m'interdire d'être Centrafricain comme toi, je ne peux pas m'interdire d'être Camerounais. Donc je n'ose pas te qualifier tes propos de xénophobes, parce que tu es un intellectuel. Je n'ose pas le faire, mais dire qu'on est venu en mission, c'est nous livrer en pâture. Il fallait que je m'oppose à ça pour dire que nous ne sommes pas en mission. Bien sûr. Si nous sommes en mission, c'est pour la fraternité africaine. Si nous sommes en mission, c'est comme vous êtes en mission au Cameroun, quand vous allez enseigner au Cameroun, et personne ne peut vous chasser là-bas. C'est une mission, n'est-ce pas? C'est une mission. C'est une mission. Le président de ce pays, c'est un panafricaniste de très haut niveau. Et en le faisant, l'identité de votre pays, comme l'ont fait les pères fondateurs. Donc de grâce. Merci à vous, Président Mandakani. Merci beaucoup. Dans les arguments. Merci beaucoup. C'est donc la fin de ce débat, la fin de cette édition, autre édition spéciale. Merci à vous, cher Monsieur Président Mandakani. Merci d'avoir été avec nous. Passion Parfait d'homme également.
Était avec nous Dr Yom Timba, sans oublier Monsieur Alain Dekoma et bien sûr à vous, Paul Le Tressan Beninga. Merci à vous, cher monsieur. Merci aussi à vous, Bachir. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette autre édition spéciale sur For You Media, mais aussi sur la télévision, bien sûr, nationale centrafricaine. Rendez-vous cette fois-ci demain, lorsqu'il sera exactement 17h temps universel, 18h heure de Bangui.